OK, très bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Laurent Voll, membre du PCN EIC Pathfinder Transition avec mes 2 collègues. Alors avant qu'on se présente, peut-être un petit rappel. Bienvenue sur ce webinaire, de présentation des appels à projets EIC Transition pour 2023. Donc vous en avez l'habitude maintenant depuis quelques mois, hein, on vous demande de bien vouloir couper votre micro, de lever la main si vous souhaitez intervenir, mais nous privilégierons les questions, via Slido. Donc vous pouvez aller sur l'application Slido, alors soit avec votre téléphone je dirais en scannant le QR code, soit en allant sur, Slido, le site avec je dirais le nom de section, de session pardon, hashtag EIC Transition. Voilà, et donc on prévoit une session en fin de webinaire pour répondre à toutes les questions qui seront dans Slido, donc on préfère privilégier ce mode de questions plutôt que le chat. Donc le PCN, EIC Pathfinder et Transition est composé de 3 personnes, Elsa, qui est notre coordinatrice à plein temps, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Chiara Molinelli et moi-même qui sommes mis à disposition pour 40 de notre temps. Alors peut-être Chiara si tu veux et Elsa, si vous voulez dire un ou 2 mots, juste pour vous représenter. Non, bonjour à tous, Bah, O pareil, bonjour à tous et à toutes, voilà. Non, mais tu as très voilà, bien fait la présentation, Laurent, on n'a rien à rajouter. OK. Alors c'était juste pour faire arriver les derniers retardataires. Voilà, alors on va passer, au programme de l'après-midi, du webinaire. Dans une première demi-heure, nous allons vous présenter, je dirais, ce qu'est le IC Transition, quel est cet instrument, comment il se situe dans la galaxie, si je puis dire, de l'EIC, à quoi il sert. Puis, nous aurons le témoignage, 2 témoignages très intéressants. D'abord celui d'Arnaud Côté qui est un des membres du jury de l'OIC Transition et qui nous apportera cet éclairage vu d'un évaluateur. Et puis, ensuite une présentation, de la part de Jérémy Kramer qui est un récent lauréat de l'OIC, de Transition, et nous finirons par, une session de questions-réponses sur Slido comme je vous l'ai indiqué. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'EIC, donc Horizon EIC fait partie donc de la structure du programme cadre de recherche et d'innovation européen qui est Horizon Europe. Plus exactement, c'est une partie importante du pilier 3 que vous voyez ici à la droite de l'écran, dédié à l'Europe innovante, donc à l'innovation. Donc le Conseil européen de l'innovation, alors en fait, pourquoi il a été créé? Le constat qui a été fait, c'est que, on avait, je dirais, globalement, des financements, sur les bas TRL, qui existaient, au travers notamment de ce qu'on appelait le Future Emerging Technologies. Heu, Pardon. Pour tout ce qui était, je dirais, de la recherche de base et la recherche appliquée. On avait ensuite, plus haut dans l'échelle TRL, via, un financement par, notamment, le secteur privé, mais pas uniquement, je dirais de prototypage, de développement de technologies et du prototypage et de la pré-industrialisation au travers de ce qu'on appelait l'instrument PME. Mais, il manquait ce lien entre, je dirais, l'émergence de nouvelles technologies de rupture et ensuite leur développement, leur pré-industrialisation, et cetera. Et c'est là que, je dirais, on avait une sorte de vallée de la mort au niveau du financement et des financements disponibles pour les porteurs de projets, voire même parfois une absence de lien entre les résultats de la recherche appliquée, de rupture et la commercialisation ensuite de ces résultats, vers des produits, innovants. Donc sous Horizon Europe, il a été décidé de créer cette EIC, avec
3 étages, donc le premier étage qui a été rebaptisé Pathfinder et le dernier accélérateur que vous connaissez sans doute et cette nouveau transition qui a pour objectif, comme son nom l'indique, de maturer, les résultats, les preuves de concept, de technologie de rupture, pour les amener, je dirais, à l'état d'une de pré-industriel, d'un développement technologique et ensuite, faciliter leur croissance, ou leur accélération sur le marché. Alors j'ai perdu Elsa, j'ai perdu la Fais comme présentation. ce matin, du coup, je vais remettre, tu es lancé, tu peux continuer, je vais remettre la présentation, ça va Ouais. prendre 1 Alors minute. les objectifs de l'EIC, c'est de faire de l'Europe un leader de l'innovation, c'est-à-dire financer de l'innovation radicale à haut risque et créatrice de nouveaux marchés. Pour ça, on a donc ce continuum, hein, de couverture de toute la chaîne de l'innovation depuis le plus bas TRL 1, jusqu'au 9 et de combler le fossé entre, laboratoire expérimental et marché et vraiment le transition est au milieu de ce dispositif à cette fin. Il s'agit aussi de dérisquer, si on peut utiliser ce terme, enfin de limiter les risques ou de les encadrer de façon à attirer sur le haut des TRL, des investisseurs privés. Et ça, c'est une chose qui est plus spécifique, de l'accélérateur, mais dont il faut déjà se préoccuper dès la phase, de l'EIC Transition. Nous aurons l'occasion de le voir, cet après-midi. Et il s'agit aussi, dernier objectif, alors je ne sais pas si c'est revenu. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut que tu Attends. reprennes le contrôle, je Ouais, ouais, pense. ouais, ouais, ouais. C'est que j'ai perdu le contrôle, excusez-moi. Voilà. Et il s'agit, dernier objectif, donc d'accélérer la croissance des entreprises à plus haut potentiel et soutenir les meilleurs innovateurs. Euh, Alors, la mise en œuvre de l'EIC, donc l'EIC, c'est, vous avez vu tout à l'heure où il se situe au sein du programme Horizon Europe. Le programme Horizon Europe, pour mémoire, c'est 95,5 milliards d'euros sur 7 ans. Rien que l'EIC, c'est 10,1 milliards, donc c'est plus de 10% du programme cadre. L'EIC est mise en œuvre sous forme de programmes de travail qui sont annuels et qui sont, je dirais, il y a la commission opérationnellement met en œuvre ces différents instruments de l'EIC au travers d'une agence exécutive qu'on appelle l'ISMEA. Donc, l'EIC a clairement une priorité vers la deep tech et sur de l'investissement à long terme d'innovations qui sont multidisciplinaires, multisectorielles. Partout dans l'EIC, on va retrouver une double approche. Alors, à la fois une approche bottom-up, c'est-à-dire complètement ouverte pour permettre, je dirais, le développement de toute innovation radicale ou de rupture, d'où qu'elle vienne, de quelques sujets qu'elle traite, de tout secteur. Et puis, au sein de l'EIC, on a aussi, je dirais, et comment dirais-je? Développer un exercice de prospective sur, les technologies qui étaient les plus à même de répondre à la fois à des besoins sociétaux, mais donc aussi à des marchés. Alors, hop, oui, bon, j'ai des trucs bizarres qui se passent sur mon écran, mais c'est pas grave. Et donc, et donc cette approche dite top-down, l'EIC a mis en place, ce qu'on appelle des programmes managers qui, ont développé des feuilles de route sur les technologies les plus à même, demain répondre à des marchés, de répondre aussi à des soucis, je dirais d'une, plus grande souveraineté, technologique européenne sur un certain nombre de secteurs. Et c'est pour ça que vous verrez que dans tous les instruments de l'EIC, on a à chaque fois des appels dits open et des appels dits challenges. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et c'est vrai sur le transition. Donc on voit que l'EIC Transition se situe sur l'échelle TRL que l'on vous a représenté ici, se situe entre le TRL 3-4, c'est-à-dire vraiment à la fin des projets Pathfinder,
et va maturer des résultats vers un TRL 5 à 6 pour ensuite aller éventuellement vers un dépôt sur le IC accélérateur. J'ai reperdu le contrôle, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, je ne sais pas. Voilà. Alors, les grands principes de l'EIC Transition. Donc, l'EIC Transition, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il s'agit de passer de l'étape de preuve de concept technologique, donc de la recherche, en une innovation. Donc, il s'agit d'aller au-delà de cette phase de preuve de principe expérimental, de ce POC, qui a pu être développé notamment dans le cadre d'un Pathfinder. On verra tout à l'heure que on n'est pas forcément obligé de suivre de partir d'un Pathfinder pour déposer un projet de transition. Pardon. Et puis, il s'agit à la fois de maturer et de valider la technologie dans un environnement d'application, mais aussi de commencer à explorer quels vont être les marchés je dirais, d'usage de cette technologie, avec quelle rentabilité, quel modèle économique et quelle commercialisation, quel business model. Donc on est vraiment sur ce mix entre pardon. On est vraiment sur ce mix entre des activités de validation, des activités de développement technologique et aussi des activités liées à une approche marché. Alors à la fois une meilleure connaissance du marché, ça peut être une analyse de la rentabilité, les perspectives d'évolution sur tel ou tel secteur, du protection de la propriété intellectuelle et comment et avec quelle stratégie, etc. Donc, ce qui est attendu à la fin d'une transition, c'est une technologie dont l'efficacité est maintenant démontrée dans son environnement d'application, et non pas simplement une preuve de concept technologique, et puis un modèle commercial, un business model qui est validé et qui permet je dirais, de faire une feuille de route jusqu'au marché. Et puis, ce qui est très important, même si ce n'est pas une obligation, mais dans l'esprit de l'EIC, il faut le garder, c'est d'être prêt pour le step suivant, enfin l'étape suivante, c'est-à-dire le IC accélérateur. Alors encore une fois, ce n'est pas une obligation, ni d'aller sur un accélérateur, ni lorsque vous déposez un EIC accélérateur, de provenir d'un EIC transition, mais il y a vraiment cette volonté, surtout pour, je dirais, les projets qui sont accompagnés depuis le début, autour de certains des challenges technologiques définis par l'EIC, d'aller vers ce continuum d'étapes que je vous ai décrit précédemment. Donc, je vais laisser la suite à Elsa. Oui, merci. Je vais reprendre la main du coup. Et donc maintenant, on va passer aux particularités de l'EIC Transition parce que comme l'a fait Laurent, l'EIC Transition se positionne vraiment à un moment très crucial, on va dire, quand on va avoir un résultat qui est probant et on va commencer en parallèle tout ce qui est business, le développement du business plan, voilà, pardon, je cherchais mes mots. Et en parallèle, on va continuer les activités de validation de la technologie en question. Et vu que c'est un nouvel instrument complètement qui ne trouve pas d'équivalent dans les anciens programmes cadres de la Commission européenne, pour l'instant, il y a des restrictions assez poussées sur les projets qui sont éligibles ou non. Alors, pour pouvoir être éligible, donc pouvoir prétendre et être évalué par la Commission européenne, il faut que les résultats sur lesquels vous vous basez, sur lesquels vous allez pousser le développement technologique doivent être issus du coup d'une liste bien précise de projets. Je m'explique, dans le programme de travail, chaque année, vous avez une liste bien précise avec les ID, les identifiants des appels dont les résultats peuvent être déposés pour une transition. Donc, les exemples types, ça va être des EIC Pathfinder, ça va être les FET. Alors, les FET, c'est les ancêtres des Pathfinder, qui sont les Future Emerging Technologies, donc sont l'ancien programme cadre. On a les FET proactives, les FET flagship, on a aussi les ERANET, donc les Cantera, Flagera, Cristera. Cette année, on a une nouveauté dans les projets qui sont éligibles. On a les European Defence Funds. Je crois qu'ils représentent à peu près 13 projets en Europe pour l'instant, mais qui vont faire grandir. C'est aussi des nouveaux appels. Donc, ils ont des appels, donc, comme le nom l'indique,
sur la défense, qui sont des thématiques assez précises. Je fais un petit disclaimer, et c'est écrit en dessous, que ce sont que des applications civiles ou duales, mais ça ne peut pas être uniquement militaire. Et on a aussi les ERC, donc c'est European Research Council, qui ont un appel qui s'appelle le POC. Donc, c'est comme son nom l'indique, vous avez une POC, vous êtes en TRL 3-4. Et donc, sur la base de résultats issus de cette liste, vous pouvez très bien déposer un transition. Comme aussi l'a montré Laurent, on a des appels qui sont des open, donc les appels blancs, thématiques blanches. Vous pouvez proposer la thématique dans le domaine scientifique qui vous convient. Et on a les appels challenge. Donc, chaque année, ces challenges changent. Et en fait, c'est l'occasion aussi pour la commission de faire redescendre des priorités technologiques qu'elle a pu identifier. Donc, on va vous présenter les trois appels, les 3 challenges de cette année pour transition. Et uniquement pour les transitions challenge, vous pouvez déposer les résultats issus de n'importe quel projet européen, Horizon Europe ou Horizon 2020. Donc, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu les programmes européens, donc que ce soit Horizon Europe ou Horizon 2020, on n'est pas du tout limité à cette liste-là. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est dans le pilier 2, donc tout ce qui est des clusters thématiques, on a aussi les Marie Curie. Donc, vous avez cette exception uniquement pour les transitions challenge, mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de ne pas respecter les autres règles qui sont qu'il faut quand même être un TRL 3-4, quand même avoir une technologie disruptive. Voilà, ça n'exclut pas les autres critères d'éligibilité. Et donc, le projet dont sont issus les résultats doit, en plus de ça, doit avoir fini depuis maximum 24 mois ou est commencé depuis minimum 12 mois. Sachant que la date de référence, c'est la date de soumission que vous choisissez parce que, comme vous le savez peut-être, il y a 2 cut-offs par an du transition. Donc, si vous déposez, je crois que c'est en avril, là, ça sera la date d'avril pour les 24 ou les 12 mois et pareil pour septembre. Donc, voilà, ça, c'est une règle stricte, c'est non négociable. On va vous demander la preuve que vous avez les résultats. Alors, soit que vous êtes propriétaire, mais vous n'avez aucune obligation d'être propriétaire, soit que vous avez les droits d'exploitation de la propriété intellectuelle. Ça n'a aucune incidence que vous soyez propriétaire ou vous ayez simplement les droits d'exploitation. Il faut juste s'assurer, montrer que vous êtes en toute légalité dans l'utilisation de ces résultats-là. On le précise, je ne sais pas, je crois que je vais peut-être le préciser juste après, mais il n'y a aucune obligation également à avoir fait partie du projet initial. Imaginons, vous prenez les résultats d'un Pathfinder, enfin plutôt d'un FET, il a duré un peu plus longtemps, il y a des résultats probants, vous ne faites pas du tout partie du consortium, mais vous êtes en contact, vous travaillez en collaboration avec les personnes qui ont généré ces résultats ou même vous avez trouvé ces résultats et il serait intéressant par rapport à une technologie que vous développez déjà en interne et qui apporterait une réelle plus-value. Vous pouvez très bien, après négociation, prise de contact avec ces entités qui sont les propriétaires de l'API, déposer un transition avec ces résultats-là sans avoir fait partie du projet initial. Voilà. On va y revenir un petit peu, on fera un tout petit focus sur notamment des PME qui ont potentiellement un certain intérêt à aller chercher des résultats qui sont éligibles pour pousser des résultats qui sont sur les cartons, dans des cartons depuis un moment et qui ne bougent pas. Donc, les règles d'éligibilité pour le transition, vous pouvez être monobénéficiaire, donc je pense que le nom est assez explicite, mais c'est-à-dire une entité juridique unique, à l'exclusion de tout ce qui est plus gros, entre guillemets, qu'une PME aux yeux de la Commission européenne, donc tout ce qui est mid-caps et grosses entreprises. Ils n'ont pas le droit d'être monobénéficiaires, ils peuvent très bien faire partie d'un consortium, mais ils ne peuvent pas être monobénéficiaires. Pour être un consortium de 2, à condition toujours d'être 2 pays différents, c'est une règle qui est assez générale pour la Commission européenne. À partir du moment où vous êtes plus de 2, on vous demandera toujours d'être 2 pays différents, ça c'est sûr. Et sinon, le standard, si je puis dire, consortium de 3 entités, de minimum 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents. Et attention, sur les transitions, on a un plafond à 5 entités. C'est-à-dire qu'il ne faut donc pas être plus de 5 entités. C'est pas anodin, c'est une volonté. Vous êtes à un moment crucial du développement de la technologie. À terme, comme le disait Laurent, vous pouvez aller vers un accélérateur, et même si ce n'est pas un accélérateur,
à la fin, on est censé normalement sortir en transition avec une entreprise qui est plus ou moins bien formée et pas si loin du marché. Donc, si on commence avec des consortiums de 5 ou de plus de 5, c'est un peu compliqué de prouver qu'en peu de temps, parce que en général, c'est moins de 36 mois la durée, il n'y en restera qu'un pour porter la technologie. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes 5 et que ça va être porté préjudice, hein, mais c'est la façon dont vous le présentez. Mais en tout cas, il y a cette règle qui cape le nombre de partenaires à 5. On a 2 cut-offs, l'un en avril, l'autre en septembre. Le budget, il est entre 500 000 et 2,5 millions. Le taux de remboursement des coûts éligibles sur le projet est de 100%, qu'importe si vous soyez une entreprise ou un établissement public. La durée est entre 12 à 36 mois. Et là, on vous a mis les budgets. Donc, on a une répartition assez égale entre les open et les challenges. Et pour les pays associés, si vous êtes intéressé, vous voyez qu'en tout petit en bas, on vous a mis Associated Countries avec un lien qui vous amène vers la page actualisée de tous les pays qui sont associés actuellement à la Commission européenne. Donc, comme j'ai pu vous le mentionner, et Laurent également, il y a 2 types d'appels. On a les open, appels blancs, qui laissent l'opportunité aux innovateurs européens de faire remonter des idées, hein, tout simplement. Et les appels challenge, qui sont plutôt top-down. Donc, ça va être l'occasion à la Commission et à ses services d'identifier on va dire, des priorités technologiques à mettre en place au niveau de l'Europe. Donc, on va avoir des challenges. Vous voyez les 3 challenges qui sont cités en dessous. On va passer très rapidement dessus après avec mes collègues. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un challenge, c'est un appel précis sur le site de la Commission européenne. Hein. Ce n'est pas un appel avec tous les challenges. Vous avez le challenge, par exemple, Micro Nano Bio Devices. On a un programme manager qui est une personne physique qui se trouve à la Commission européenne, qui est, si je puis dire, le grand Manitou sur cette thématique-là, qui vous accompagne. Hein. On a eu des retours et je pense que peut-être, je ne sais plus si c'était Jérémy qui nous en avait parlé, mais qui est très présent. Et un portefeuille de projets qui est sélectionné sur cette thématique-là. Donc, on a les 3 challenges en l'occurrence. Et moi, je vais commencer par vous parler très rapidement. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un lien pour le replay de présentation de ce webinaire sur le Full Scale Micro Nano Bio Devices. Donc là, on est sur de la recherche plutôt tout simplement dans le milieu médical, dans la création de technologies, comme il l'indique, à l'intersection de la microélectronique, de la nanotechnologie, de la biodétection. Les objectifs dans les grandes lignes, c'est parce que Chiara a fait ce travail de synthétisation, mais sachez que déjà sur le Work Programme, vous avez plus de détails. Et il faut vraiment, vraiment aller regarder, si vous êtes intéressé, le replay hein, qui est fait par le programme manager de cette thématique, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus qui est le programme manager pour celle-ci, qui en fait a fait toute une session bien plus précise sur le fonctionnement, sur les attentes, et il y a même une session questions-réponses, donc je pense que ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Donc, c'est Eric Claverol-Tenture. Ah d'accord, je crois, super. Mais c'est pas important. Donc la réalisation et la validation d'un dispositif ou d'un système de micro-nano-bio, oui, ça c'est difficile à traduire, intégré, entièrement fonctionnel, et le développement technologique d'appareils guidés par les besoins du marché, accélération des recherches et découvertes au moyen de microfluidiques, de la biodétection intégrée. Je ne suis pas experte du domaine, donc de toute façon, je ne pourrais pas vous aiguiller là-dessus. Après, à vous de voir s'il y a des mots-clés ou des sujets qui peuvent vous intéresser. Et notamment, il faut vous dire aussi que si vous êtes une entreprise, mais on va y revenir très rapidement après, ça peut être très intéressant, et que vous travaillez dans ce domaine-là, ça peut être très intéressant d'aller regarder tous les résultats qui sont Horizon 2020 ou Horizon Europe, qui sont au bon TRL, donc TRL 3-4, parce que là, comme on le disait, pour les challenges, tous les projets, tous les résultats issus de projets Horizon Europe, Horizon 2020 sont éligibles. Donc, je vais passer la main pour le prochain à Laurent. Oui, alors je te laisserai passer, je n'ai pas pris la main, mais je vais juste présenter. Oui. Donc le deuxième challenge, c'est l'intelligence environnementale au sens anglo-saxon du mot intelligence. Donc là, on est dans un contexte de prévenir, mesurer, prévenir et minimiser
les risques pour la santé liés et les êtres humains liés à l'environnement, à la pollution. Donc, il s'agit de développer enfin, en l'occurrence, il s'agit de répondre à la problématique de développer des techniques de mesure qui vont, je dirais, regrouper un large panel d'informations, que ce soit biologique, chimique, physique, etc., et de manière innovante. Donc l'objectif ici, c'est d'utiliser des preuves de concept technologiques qui sont issues à la fois de projets de rupture, comme on l'a dit tout à l'heure, voire de résultats de projets H2020 ou Horizon Europe, mais enfin il y en a encore peu, qui sont à un TRL suffisamment bas pour les maturer et donc les amener afin de développer des nouveaux dispositifs, capteurs, voire même des technologies radicales qui sont, moi je dirais, apportent une réelle valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà et qui viennent permettre par exemple, de réduire ou de gérer la consommation d'énergie, de réduire l'utilisation de matières premières, enfin, ou plutôt privilégier des matières premières qui sont non critiques d'un point de vue ressources ou non toxiques, d'améliorer le recyclage, la réutilisation de certaines matières, et ceci dans un environnement spécifique. En fait, il s'agit vraiment de manière un peu plus large, de mailler je dirais, de répondre à la problématique de l'impact environnemental sur la santé et les humains. Donc là, c'est un challenge qui est piloté par un programme manager qui s'appelle Francesco Matteucci et on vous a mis le lien vers le webinaire de présentation complète par ce programme manager. Donc peut-être juste deux mots pour dire que cette thématique, comme les autres, est ensuite inclus dans des portfolios de projets et avec des interactions, comme le disait tout à l'heure Elsa, entre les différents projets qui seront retenus. L'idée étant de pouvoir, in fine, faire émerger des futurs deep tech sur chacune de ces technologies. Je passe la parole à Chiara pour le dernier challenge. Oui, 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 on est ici avec le défi Chip Scale Optical Frequency Comms. On est dans le domaine des semi-conducteurs, de la microélectronique, des matériaux avancés et de la photonique intégrée, et plus particulièrement de la photonique intégrée pour les peignes de fréquence. Les objectifs, j'accélère un peu les objectifs pour ce challenge, c'est effectivement de faire avancer ces technologies qui ont déjà prouvé leur intérêt dans les domaines tels que les télécommunications, etc. Donc de les faire avancer, notamment faire avancer les technologies pour des peignes de fréquences multiples, avec lumière laser cohérente, avec des propriétés améliorées, pour intégrer des nouvelles fonctionnalités, utiliser par exemple de nouveaux matériaux composites pour la production de ces peignes de fréquences, ou en vue de nouveaux concepts pour des nouvelles applications industrielles. Le lien ici vous renvoie au webinaire que le programme manager a tenu au sujet de ce challenge. Je passe tout de suite, rapidement, au système d'évaluation de l'EIC Transition, que ce soit pour les projets Open que les projets Challenges. C'est une évaluation en 2 étapes. C'est vraiment 2 vraies étapes d'évaluation. Une première étape qui est menée par des experts externes qui évaluent de manière indépendante. Ils sont au moins 3 qui évaluent de manière indépendante les projets. Chaque évaluateur note de son côté le projet. La note de chaque critère est la moyenne des notes obtenues par chaque évaluateur. Et la note totale globale du projet est la somme de ces 3 moyennes par note. Qu'est-ce qui se passe suite à cette première étape? Un ensemble de projets, des mieux notés évidemment,
est retenu et passe la deuxième étape, le nombre de ce projet sera égal environ au double du nombre de projets qui pourront être financés, in fine, de part de l'enveloppe du budget que Elsa vous a présenté tout à l'heure. Il est important de remarquer qu'au moins 30% des propositions invitées à l'oral, pour la deuxième étape donc, au moins 30% seront des projets qui sont coordonnés par des femmes. Si parmi la liste des projets sélectionnés en fonction de la note, s'il n'y a pas 30% au moins de projets coordonnés par des femmes, des projets seront ajoutés pour, in fine, avoir au moins 30% de propositions invitées à l'oral coordonnées par des femmes. La deuxième étape d'évaluation est constituée donc d'une interview orale qui se déroule par visioconférence. On aura un retour, un témoignage qui pourra clarifier certains aspects tout à l'heure. Donc, c'est une interview à laquelle peuvent participer maximum 5 personnes mentionnées dans la proposition du projet et qui sont interviewées par un panel composé de maximum 6 membres de jury où le programme manager pour les transitions challenge est aussi inclus. Cette deuxième étape donne un go, no-go pour les projets. Il n'y aura pas de vrai, on va dire, score, de vraies notes d'évaluation. Il y aura 50% de projets environ qui auront un go et 50% qui auront un no-go environ. Les critères d'évaluation sont légèrement différents entre l'étape 1 et 2. Pour l'étape 1, toujours, on retrouve les 3 grands critères d'Horizon Europe, l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Un seuil de notes pour chacun de ces critères est bien noté ici, 4 sur 5 pour l'excellence et l'impact et 3 sur 5 pour la mise en œuvre. Il y a des sous-critères qui sont détaillés et qui est important de prendre bien en compte parce que les évaluateurs vont devoir clairement répondre à des questions précises sur chaque sous-critère au moment où ils vont évaluer votre projet. Et en rouge, on a signalé pour les projets EIC Challenges, il y a un sous-critère supplémentaire qui porte notamment sur la contribution du projet aux objectifs du challenge pour la partie excellence, le sous-critère objectif, et pour la contribution du projet aux impacts prévus pour le challenge globalement, pour la partie impact. Et en fait, c'est lié à, on va dire, ce que Elsa vous a présenté tout à l'heure, cet esprit des challenges et l'idée d'avoir un portfolio de projets qui contribuent à l'atteinte des objectifs et des impacts globaux de chaque challenge. À noter que ces 3 critères, en fait, retracent, enfin, on va dire, la proposition scientifique que vous allez rédiger sera rédigée de manière à retracer exactement dans sa répartition des sections 1 à 3 ces 3 critères, l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Et la proposition scientifique fera maximum 20 pages. Donc, c'est des propositions qui sont assez courtes, assez synthétiques. Les critères d'évaluation à l'étape 2, donc pour l'interview orale, sont un peu moins nombreux, en fait. Donc, le jury à l'oral vous évaluera sur des critères réduits par rapport à ceux qui ont été pris en compte lors de la première étape d'évaluation. Pour terminer rapidement, quelques chiffres, sur les résultats des appels EIC Transition de 2021 et 2022. En 2021, environ donc 292 propositions ont été déposées, dont 221 open, 71 challenges. En total, 42 projets ont été retenus. Ce qui a été remarqué, et il faut toujours faire beaucoup d'attention, c'est l'éligibilité des projets. Il y avait quand même pas mal de projets, une soixantaine sur 292 qui étaient
inéligibles. Ça, c'est un retour qu'on a eu effectivement de la commission. Ils étaient étonnés du taux d'inéligibilité. En 2022, donc on a les stats sur uniquement le premier cut-off de 2022. On le mettra à jour avec les derniers résultats qu'on a tout récemment obtenus pour le deuxième cut-off. Mais globalement, voilà, il y a 20 projets retenus pour le premier cut-off. Il y en aura à peu près autant pour le deuxième. Donc, on est un peu sur les mêmes... Il y en a 34 pour le deuxième. Hein, Ah, précisément. 34, pardon. J'avais plus Voilà. ça en tête. Du coup, il y a un peu plus de projets retenus. C'est vrai qu'il y avait eu de mémoire une petite hausse de budget pour 2022. Globalement, vous voyez les taux de succès entre 11 et 12% sur les transitions open. Et pour les challenges, un taux de succès qui est sensiblement supérieur, entre 21 et 28% en fonction des challenges. Voilà comment retrouver des résultats exploitables. Tout à l'heure, ça a été répété plusieurs fois, vous n'avez pas à être forcément à l'initiative du projet racine, on va dire, pour le transition, mais vous devez néanmoins avoir l'autorisation d'exploiter les résultats. Si vous n'êtes pas à l'origine du projet, vous avez la possibilité via des sites web, tout simplement, de retrouver des projets éligibles pour lesquels vous pourriez être intéressé à reprendre les résultats et à les exploiter via un projet transition. On vous signale ici, par exemple, Innovation Radar, la base de données de l'ERC pour les ERC POC, et prochainement sur le site de l'EIC Transition, une liste de tous les projets éligibles. Les étapes clés pour identifier, contacter le propriétaire et in fine aller proposer une proposition de projet transition sont synthétisées dans cette diapo. Je arrive à la fin de ma partie, je laisse la parole du coup à un de nos invités, un de nos témoignages, Arnaud Côté, qui est membre du jury IC Transition. Vous m'entendez bien ou... Oui. Oui, super, Parfait. merci. Alors, je vais essayer de partager ce que j'ai fait une petite présentation. Je vais voir si je vais pouvoir... Je vais arrêter du coup le partage. D'accord. C'est ça, Elsa? Oui, vas-y. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez... Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit. Si je bouge, ça bouge? Oui, je sais pas pourquoi chez moi c'est petit, mais c'est peut-être de mon côté. Voilà, attendez, je vais voir si... Ah, je pense savoir pourquoi. Ah oui, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Oui, parce que j'ai mon écran, en fait, il s'est mis sur mon écran vertical. Est-ce que vous arrivez quand même à lire ou pas? Oui, moi, ça me va, mais c'est OK si... Bon, c'est OK pour tout le monde? Non, moi, c'est vraiment très petit. C'est très petit. Hein. Oui, c'est très petit. Alors, attendez, je vais essayer de revenir sur... Quand je vais pouvoir faire ça, je vais arrêter le partage. Sinon, je sais ce que je vais faire. Je vais booster le... Sinon, normalement, si ça se met en mode diapo et que vous avez de l'autre côté vos diapos, il y a un petit onglet en haut qui vous permet de switcher d'écran directement, je crois. Mais si ça se... Je ne sais pas sur quel ordi vous êtes. Je vais voir si... Sinon, pour être plus rapide, j'ai réduit le... Alors, attendez, je vais reprendre... oui. Là, vous devriez voir, là, un peu mieux. Non, c'est toujours pareil. Non, c'est toujours pareil. Mais est-ce que vous n'avez pas des petites flèches en haut du côté où vous voyez les diapos? Je ne sais pas si c'est pareil, où il y a un truc où vous pouvez switcher les écrans. Ah, j'essaie de switcher, mais il ne veut pas. Excusez-moi si j'interviens, mais chacun peut soumettre la présentation sur son propre écran. Donc, c'est pas forcément... Attendez, ça peut être une solution, effectivement. Ouais. Attendez. J'ai un problème de... Ah, voilà. Là, si je fais ça, oui, je vais me mettre comme ça et ça sera plus simple. Là, vous devez voir mon écran à ce niveau-là, oui. Oui. Là, c'est beaucoup mieux.
Oui, là, c'est en grand écran, celle-là. Je vais les faire défiler comme ça sera plus simple. Oui, c'est très bien, vous embêtez pas. D'accord. Donc moi, en fait, j'étais évaluateur d'abord, avant d'être membre du jury. Donc j'étais évaluateur sur 3 sessions de l'EIC Transition. Et donc au dernier cut-off, j'ai fait partie en fait des membres du jury. Et donc je fais partie de l'ONERA. Donc mon domaine, c'est l'aérospatial, donc aérospatial, space et défense. Et sur le dernier jury, j'avais aussi bien des open que du green digital, parce que j'ai aussi une spécialisation dans tout ce qui est digital. Donc comme ça a été rappelé, la transition est vraiment entre les deux. Hein. C'est l'avantage, et c'est quelque chose quand même qui est bien, ce programme. Donc même s'il est assez récent, c'est qu'il y avait vraiment un fossé entre les deux. Et donc c'est à la fois la transition technologique, mais la transition, je dirais, commerciale. Donc je vais passer ce qu'on en a un peu parlé juste avant. Donc l'objectif, c'est à la fois la maturation, mais aussi la validation d'une nouvelle technologie, parce qu'on arrive à TRL6. Et à TRL6, on est censé avoir un prototype qui est, même s'il n'est pas commercialisable, qui est ce qu'on appelle, ce que les Américains disent high fidelity. Et lorsqu'on reçoit les présentations, on s'attend justement à ce qu'on montre dans les présentations que le résultat à TRL6 ressemble plus presque à un produit commercialisable que le prototype qu'on retrouve à TRL3 ou TRL4. Et en parallèle, on a l'élaboration d'un business case. Alors, je vais dire, par exemple, si à TRL3, vous avez inventé le laser, il faudra nous montrer qu'en fait, soit vous avez décidé de tester le laser pour faire de l'industrie ou pour, par exemple, lire des lecteurs de CD. C'est le but, voilà, du business case. Hein, c'est d'avoir vraiment un cas de business que vous allez en fait expérimenter en transition. Il y a quand même toujours une part d'expérimentation en transition. Alors, le rôle du jury member, donc quand on a en fait jury member, on va recevoir en fait tous les dossiers qui ont été sélectionnés donc à l'étape 1. On va tous les lire, hein, on va les lire en entier. On va avoir, alors, on peut avoir aussi accès à le rapport en fait que vous avez, donc les dossiers. Vous avez aussi le rapport qu'a fait en fait le modérateur de l'étape 1 avec toutes les évaluations. Donc certains jury members le lisent, donc pour un peu s'imprégner, pour voir quelles étaient un peu les forces et les faiblesses du dossier, et d'autres en fait, un peu comme moi, préfèrent le lire sans regarder en fait le rapport qui a été fait. Comme ça, on se fait une idée, je me fais une idée moi-même, et je ne suis pas quelque part biaisé par en fait le rapport d'évaluation qu'a fait le modérateur. Donc nous, comme on dit, on va voter go ou no go à la fin. Donc il faut savoir que c'est quand même un consensus. Donc on va décider donc à la fin de est-ce qu'on valide le projet ou pas. Donc c'est quand même une grosse responsabilité parce que la plupart des projets que j'ai eus étaient tous à 2,5 millions. Hein. On n'en a eu aucun qui était en dessous. Donc c'est quand même une certaine grosse somme. Et on va, je dirais, contribuer au rapport. Donc, lorsque la personne qui sera après moi pourra vous le dire. Donc, on écrit le rapport pour si c'est go ou no go, mais on explique les raisons pourquoi c'est un go, pourquoi c'est un no go, et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois. Sachant que les projets qu'on a eus, certains, et c'était la deuxième fois qu'ils passaient au niveau du jury. Et c'était donc les mêmes jury members. Moi, j'étais un peu le newbies, hein, comme je commençais, j'étais un peu newbies parmi ces jury members, mais ça permettait de... voilà, il faut savoir que vous pouvez passer par le même jury member. Alors, il faut savoir qu'on est quand même, faut pas croire, mais on a un agenda qui est très, très chargé. C'est qu'on enchaîne les interviews, c'est 2 heures, c'est relativement fatigant, hein, aussi bien pour... vous passez 5 minutes, vous avez 35 minutes de questions. Il faut savoir qu'en tant que jury member, non seulement donc on a lecture, ce qui est normal, mais comme on enchaîne les interviews et des fois on dépasse, des fois la pause elle est très 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 courte. Et on a même le soir, si on n'a pas réussi à se mettre d'accord pendant, je dirais, la session du consensus, on peut continuer le soir. Donc, c'est un peu un programme que l'on a au niveau des jury members. Alors, on le fait tous en ligne, donc tout le monde est en ligne.
Donc là, il faut bien, tester sa connexion. Ça a l'air tout bête, mais on a eu quelques problèmes de connexion au démarrage, où soit le son ne marchait pas, ou soit il y avait un problème avec l'image. Donc bien être sûr d'être sur une bonne connexion, parce que sinon ça retarde. Malheureusement, même après 2 ans de Covid et tout le télétravail qu'on a fait, il reste toujours des petits problèmes de connexion. Comme on a dit, il y a le modérateur en fait qui appartient à l'ESMA, en fait le personnel de l'EIC, donc les jury members, donc ceux qui vont présenter leur présentation, et on a des fois donc le programme manager qui est là, et d'autres personnes qui viennent des fois pour voir comment ça se passe, pour un peu noter la qualité. La première chose donc, qui est faite, c'est ce qu'on appelle le preliminary check. Donc, on va regarder en fait les ID. Comme ça a été précisé, on a la liste de ceux qui doivent présenter. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas partie, là, il va falloir vraiment nous expliquer pourquoi. Alors, c'est parce qu'une personne soit malade, hein, c'est possible et qu'elle a été remplacée. Mais il faut être sûr que ce soit bien les bonnes personnes. Et surtout, truc bête, ayez vos cartes d'identité de près. Il y en a certains qui ont dû aller chercher dans leur portefeuille, donc on perd du temps. C'est tout bête hein, comme sorte de choses, mais chez nous, ça nous énerve un peu. Donc, il ne faut pas énerver les membres du jury. Deuxièmement, au niveau de Zoom, on a des fois, on peut flouter, c'est-à-dire le background est flouté. Le problème, c'est que lorsque vous floutez, que vous amenez votre carte d'identité, en fait, on ne voit rien parce qu'elle est floutée aussi. Donc, il faut prévoir à ce niveau-là, d'être prêt à montrer, et ça se fait assez rapidement. Ensuite, on a un briefing en fait en interne, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une salle, donc vous allez être un peu dans une salle virtuelle où on va vous faire attendre, et il va y avoir un des membres du jury en fait qui va présenter le dossier. Donc il va expliquer, il va nous présenter, là il aura fait quelques slides, donc moi j'avais fait pour quelques slides. Des fois il peut prendre, alors ceux qui ont lu le rapport d'avant peuvent prendre un peu les conclusions, qu'est-ce qui avait été les forces et faiblesses du précédent, et on va faire une liste de questions, c'est-à-dire chaque jury member va dire, moi j'avais posé à peu près, on pose entre 5 et 6 questions pour essayer de limiter dans le temps, et donc ces questions vont être listées par la personne de l'EIC pour voir s'il n'y a pas un doublon au niveau des questions, et s'il y a des questions qui sont doublons, on peut en fait reposer d'autres questions. Mais ça se fait pendant en fait l'étape juste préliminaire avant l'interview. Comme ça, nous, on est prêts, on sait exactement quelles questions on va vous poser. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas rebondir pendant l'interview sur d'autres questions. Alors, l'interview en elle-même, donc, faut un temps de 10 minutes, et il est important de respecter ce temps de 10 minutes. Et ensuite, on va avoir 35 minutes de questions et de réponses. Alors, il faut bien se répartir lorsque vous faites une présentation, les personnes qu'on a eues en face de nous, bien se répartir les tâches. Il y en a qui sont peut-être plus business, plus scientifiques ou plus dans un domaine très précis de la technologie. Répartissez-vous bien les tâches, justement, si vous êtes plusieurs à présenter. Comme je dis, évitez de donner l'impression de lire le texte. Alors, on sait que sur PowerPoint, on peut avoir en fait on peut mettre du texte. Et souvent, alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, des fois il y a des gens faire une présentation, il y a un enjeu qui est énorme, donc ça rassure un peu, mais si vous lisez le texte, faites-le un peu de façon naturelle et pas la façon de lire, parce que on a l'impression qu'en fait que vous ne maîtrisez pas le sujet ou que vous avez besoin de ça pour vous rassurer. Donc ça c'est un conseil en fait à donner. Alors respectez le timing, 10 minutes c'est 10 minutes. On a eu certains qui ont dépassé les 10 minutes. C'est énervant parce que ça réduit le temps, gérer des questions et des réponses. Donc pour ça, il faut s'entraîner. Et on voit la différence entre ceux qui sont vraiment entraînés, où c'est fluide, hein, il n'y a rien à dire, hein, ils passent de l'un à l'autre, la transition se fait fluide, et ceux qui n'ont peut-être pas assez travaillé, et aussi c'est saccadé, et donc c'est l'impression que vous donnez. Il ne faut pas oublier que dans l'interview, ce n'est pas juste le business, c'est aussi de l'impression que l'équipe va donner aux membres du jury. Et donc, quand vous présentez, oui, il faut aussi bien présenter les aspects techniques que business. Donc, essayez de faire moitié-moitié. La transition, c'est exactement ça, hein. On est dans moitié technique, moitié business. Donc, si vous faites que du technique, il y a très peu de marché, on va voir que vous n'avez pas assez travaillé justement sur la partie business. Donc, ayez vraiment un mix des deux. L'interview.
lorsque vous finissez l'interview, l'interrogation, alors je vous rassure, hein, on n'est pas comme Dark Vador, vous n'allez pas voir un interrogatoire musclé. Par contre, il faut savoir que les membres du jury viennent de différents pays. Donc il y a un côté culturel. Donc il y a certains qui auront des questions très directes, qui seront beaucoup plus directes, en particulier les juristes qui viennent du Nord ou des pays de l'Est. Dans d'autres péjoratifs, hein, c'est plutôt culturel. Et deux qui seront un peu plus smooth. Hein. Donc ça, il ne faut pas s'en offusquer. Hein. C'est la façon dont la culture en fait prend le relais. Et ça, il faut le savoir. On ne sera pas que des jurys, membres du jury français. Donc moi, j'avais un Italien, un Irlandais, je crois que ça venait de Bulgarie, donc ça venait vraiment de partout. Hein. Donc, alors, comme on l'a rappelé, hein, la transition, on est vraiment sur la vallée de la mort, entre le TRL3 et le 3-4 et le TRL6. Et donc, c'est là où, en fait, où il y a la plus grosse difficulté. Hein, c'est là où il y a le plus gros taux d'échec. C'est pour ça que ce programme est très intéressant et permet justement de combler, en fait, cette vallée de la mort. Alors, un petit rappel sur les TRL, parce qu'on a eu des surprises. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes soit TRL3, soit TRL4. Et des fois, il y a des gens qui nous disaient qu'ils étaient à TRL4 alors qu'ils se trouvaient à TRL3. Lorsqu'on parle de TRL3, c'est vraiment qu'on est, par exemple, le laser, vous avez, expérimenté, fait des études à la fois analytiques et expérimentales, hein, c'est vraiment le but du TRL3, mais il faut avoir validé hein, ces études analytiques et expérimentales. Tant que vous n'avez pas validé ces études, vous êtes toujours au TRL d'en dessous. Et donc, on a eu sur deux cas, on a eu des surprises au niveau justement du niveau de TRL. On est sur des éléments séparés à TRL3. On est pour l'instant, par exemple, vous avez le laser, vous avez testé par exemple son amplitude, sa puissance. Là, j'ai donné un autre exemple qui est par exemple une cellule de panneaux solaires qui serait mise par exemple sur des satellites. On teste la cellule en elle-même. Pour l'instant, on n'a pas le panneau, donc on est à TRL3. Et lorsque vous arrivez en fait à TRL4, là, vous intégrez les technologies. Par exemple, si vous êtes sur du laser et que vous avez un lecteur de CD, bah, il faudra gérer aussi bien l'optique que ce qui permet d'avoir les données, que le moteur. Donc, même s'ils sont séparés, que c'est un gros prototype, on est sur un prototype plutôt, je dirais, artisanal. Hein. Alors que à TRL6, on est vraiment sur un prototype qui est beaucoup plus élaboré. Donc là, la reproductibilité est faible. Par exemple, si je reprends mes cellules solaires, là, on voit qu'on a un assemblage de cellules solaires. On n'a pas un panneau qui est fabriqué, mais on a quand même quelque chose qui se rapproche, mais qui est de low fidélité. Et ça va être testé. Et donc ça, il faut vraiment être sûr de bien respecter, je dirais, le niveau de TRL. Donc ça, je fais un petit aparté, mais c'est vraiment pour montrer. Alors, ce qu'on recherche, nous, lorsqu'on est jury member, c'est être sûr, en fait, que la technologie, il y a deux choses. Soit vous êtes sur un marché qui est existant, et là, vous allez apporter vraiment une brique qui est très importante pour faire évoluer ce marché. Alors, je vais prendre l'exemple du disque dur, hein, qui est maintenant une commodité. À l'époque, pour changer en fait de données, d'empaquetage et de données sur un disque dur, il a fallu changer de matériaux. Et il y a eu des centaines de millions de dollars ou d'euros qui ont été dépensés justement pour en fait améliorer la densité d'informations stockées. Donc là, on est vraiment, ça avait un impact significatif sur un marché existant. Ou vous êtes dans un nouveau marché, et donc là, il faut voir ce nouveau marché, comment vous allez un peu le prendre, comment vous allez l'élaborer, quelle va être la roadmap que vous allez faire pour ce nouveau marché, sachant que les utilisateurs finaux, des fois, ils ne sont pas forcément au courant de cette nouvelle technologie. Le moment est-il bien choisi? En fait, pour la technologie, il faut nous montrer en fait qu'il y a vraiment vous avez senti qu'il y a un peu des signaux faibles, qu'il y a un peu une demande, alors que ce soit sur un marché qui existe ou sur un marché voilà, qui est nouveau. C'est qu'on a des besoins qui ne sont pas satisfaits et en fait, votre technologie va permettre de satisfaire des besoins. Donc, on est vraiment sur un peu sur les signaux faibles et c'est ce que ce qu'on appelle le project manager, le programme manager en fait a vécu. Moi, j'ai fait partie d'une session justement sur le domaine spatial. On essayait de voir quels étaient les signaux faibles et quel programme il fallait et quel call il fallait demander pour répondre à ces signaux faibles.
Deuxièmement, l'écosystème. Quelque chose de très important, c'est qu'il faut montrer qu'en fait, que votre technologie va dans un écosystème. Alors l'écosystème, ça peut être soit d'une industrie qui est mature, soit d'une industrie qui est émergente. Et donc dans les deux cas, vous allez avoir des concurrents. Donc il faut montrer que quand même que vous avez fait une petite recherche sur les concurrents, que vous savez ce qu'ils font. Des partenaires, donc là c'est un peu dans le consortium. Il faut montrer qu'en fait vous avez des bons partenaires pour mener à bien, je dirais, ce projet, que vous êtes complémentaires, que chacun a bien son rôle défini et que grâce en fait à cette complémentarité, vous allez pouvoir en fait pousser la techno de TRL3 à TRL6 et que vous allez pouvoir justement étudier en fait le marché. Il faut voir que dans cet écosystème, il va y avoir des utilisateurs finaux, il va y avoir des clients. Utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément le client. Donc on peut avoir en fait différents, au niveau de la chaîne de la valeur, différentes en fait personnes. En fait, la techno peut être utilisée par un partenaire qui lui va la vendre à un autre, la met dans un plus gros système et en fait le vendre à l'utilisateur finaux. Donc ça, il faut nous montrer que vous aviez pensé en fait à cet écosystème. Alors, ce qu'on appelle, alors ça je verrai après, et surtout la réglementation. Est-ce qu'il y a une réglementation qui est actuelle? Est-ce que vous avez bien pensé à regarder si il peut y avoir des problèmes avec la réglementation ou elle est inexistante? Et ça pourrait être une réglementation qui pourra être mise dans le futur. Ensuite, le financement. Il faut nous montrer en fait que même si vous n'êtes pas dans l'accélérateur, vous êtes en transition, et des fois il y a des problèmes parce qu'il y a des membres du jury qui viennent du programme accélérateur et qui s'attendent à ce que vous êtes presque, que vous avez appelé le VC et que vous êtes prêt en fait à vous faire financer. Donc il faut quand même nous montrer qu'en fait que vous avez une roadmap au niveau du financement, que vous avez pensé. Alors ça peut être nous dire que vous allez candidater à l'EIC, à l'accélérateur de l'EIC, ou que vous avez repéré des VC qui sont spécialisés dans votre domaine, donc mettre les noms de ces VC, donc de vous montrer que vous avez fait un peu votre travail. Ça ne veut pas dire que vous avez contacté déjà ces VC, mais vous savez quel est en fait un peu l'écosystème de ces VC ou des investisseurs privés. Donc on est toujours à transition, on n'est pas dans l'accélérateur, c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre les deux. Vous le montrez qu'aussi que vous avez un plan B, c'est-à-dire que on va tous vous poser la question, si jamais vous n'êtes pas financé par le IC Transition, qu'est-ce que vous allez faire? Et ça, c'est important parce que on veut une équipe qui est prête à aller. C'est-à-dire que même si elle n'a pas le IC Transition, elle est quand même prête à continuer. Et quel est votre plan? Donc ça, il faut prévoir ça en backup, à nous dire, on va essayer d'avoir d'autres aides ou en fait, avec l'université avec laquelle on travaille, on a vu qu'on pouvait avoir peut-être un programme de maturation ou autre qui est peut-être moins gros que, en fait, que le IC, mais qui va permettre de continuer en fait les avancées. Donc montrer qu'on a un plan B, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors le business model, faut savoir qu'on ne va pas vous demander d'avoir un business model hyper détaillé. Hein. Ça, c'est le business model hyper détaillé, c'est quand vous arrivez à accélérateur. Mais par contre, que vous avez pensé à en fait une roadmap, à justement les utilisateurs finaux, à une façon un peu de vendre, et qu'en fait, les 3 ans de la transition, vous allez tester ce business model. Ça, à la fois, vous allez avoir, je dirais, des avancées technologiques. Ces avancées technologiques vont vous permettre quelque part d'avoir une sorte de preuve de concept que vous allez pouvoir montrer en fait aux utilisateurs finaux et d'avoir le retour. Le IC Transition, comme j'en ai discuté avec les responsables, il y a quand même une part de serendipity, il y a une part de hasard, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des choses et vous allez avoir une surprise par rapport aux interviews que vous allez faire des utilisateurs finaux. Et donc ça doit être pris en compte, mais ça, vous devez nous le dire, qu'en fait, vous avez prévu d'interviewer telle et telle personne, tel et tel groupe d'utilisateurs pour avoir leur feedback. Même si vous ne l'avez pas fait maintenant, si vous l'avez fait maintenant, c'est toujours bien, hein, c'est toujours un plus. Mais même si vous ne l'avez pas fait, je dirais, à la fin à la fin de TRL3 ou 4, il faut nous le dire, vraiment nous montrer que vous savez qui vous allez interviewer, vous savez avec quel feedback vous allez avoir besoin pour améliorer, que ce soit le prototype ou, par exemple, vous pouvez rajouter une fonctionnalité en fait, les utilisateurs finaux vous auront dit au cours de ces 3 ans, qui permettra justement d'arriver à un prototype qui se rapproche en fait vraiment de la demande du marché, qui pourra satisfaire la demande du marché. Ensuite, comme je disais, il y a à la fois ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product, qu'on va arriver à TRL6,
mais il faut nous montrer justement le minimum, ce qu'on appelle viable écosystème. C'est-à-dire qu'avec vos partenaires, vous allez faire en fait un écosystème, c'est le minimum, enfin c'est le nombre minimum de partenaires qui est nécessaire pour pouvoir en fait produire quelque chose de la valeur. Il faut être sûr qu'en fait que tous les partenaires soient alignés sur la même en fait, valeur de votre produit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous nous montriez, que en fait vous faites un et qu'il n'y a pas de, en fait, pas de problème à ce niveau-là. L'équipe, alors ça, c'est très, très, très important. C'est ce qu'on nous, on va regarder aussi en priorité. Il faut montrer déjà qu'il y a une complémentarité. Sur certains projets, en fait, on posait des questions, on savait, enfin, les gens ne savaient pas trop qui devait répondre. Là, dès le démarrage, vous devez savoir si on pose une question sur tel domaine, c'est un tel qui va répondre. Si c'est sur le business, c'est un tel. Il faut nous montrer aussi que vous connaissez vos limites. Vous pouvez avoir que des scientifiques, peut-être qu'une personne de business ou pas. Il faut nous dire que voilà, on est des scientifiques, on sait qu'il nous manque quelqu'un en business. Pendant ces 3 ans, on va aller le chercher. Ou qu'on a prévu, on est déjà en discussion avec justement soit une école de commerce, soit c'est une PME qui va prendre le relais là-dessus. Ça, il faut absolument nous montrer qu'en fait, vous êtes une équipe solidaire, que vous êtes complémentaires et que vous savez que il y a aussi vous connaissez vos limites et vous savez où aller en fait les chercher. Donc, et l'approche que vous allez avoir, nous, des fois, on posait des questions et la personne qui devait répondre ne savait pas répondre. Donc ça, c'est quand même embêtant parce qu'on dit que pour la suite du projet, c'est quand même assez embêtant. Donc, vraiment travailler cette partie-là. Quelque part, il faut presque un jury member, enfin, que des gens extérieurs vous soient comme des jury members et vous entraînent et vous posent des questions justement qui sont assez des fois pointues, hein, aussi au niveau business que technique, et que tout de suite, quelqu'un en fait prend la parole pour pouvoir répondre. L'implémentation, on va regarder aussi au niveau de l'implémentation, quels sont les risques associés. Donc, soyez réaliste sur, en fait, quels sont les risques que je peux avoir qui peuvent nous bloquer. Donc, en général, on regarde la liste des risques que vous avez en fait listés et on peut revenir dessus. Donc, soyez prêts à répondre et même à développer par rapport à ces risques. On sait que c'est dans la transition, on sait qu'il va y avoir des surprises, on sait qu'il va y avoir que c'est pas en fait quelque chose qu'on suit linéairement. Mais il faut être prêt, voilà, nous à vous challenger un peu dessus. Il faut être prêt à pouvoir répondre sur les risques qui sont potentiels. Donc à la fin, on a donc une décision. Donc on finit ces questions-réponses et on va avoir nous au sein des jury members, on va faire un consensus. Donc on n'est pas forcément tous d'accord. Il faut savoir que des fois on peut avoir sur les 6, peut-être on peut y avoir 1 ou 2 no-go, mais c'est la majorité qui va primer. Et donc s'il y a un no-go, il faut expliquer pourquoi. Ou un go ou vice-versa. Donc il faut expliquer pourquoi ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Et on va en fait, il y a un briefer donc qui est celui qui a fait en fait le briefing, le impartial briefing tout au début, qui lui va rédiger, mais on rédige tous ensemble. Tous ensemble, on rédige justement le rapport qui sera soumis en fait au projet, quoi, en fait, à l'équipe qui soutient le projet. Donc voilà un peu en résumé comment se passe une évaluation et nous un peu ce qu'on attend de vous, quoi. Donc s'il y a des questions, moi je suis prêt à y répondre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Arnaud, en tout cas, c'était très très intéressant. On va prendre quelques questions qui sont apparues. Alors, je ne sais pas si Jérémy, ça dérange de passer un tout petit peu plus tard, vu que nous déjà on a pris du temps à la présentation initiale. Aucun souci. Ok, super, parfait, comme ça on prend, parce que la présentation était très intéressante. Donc on a des questions dans Slido. Quelqu'un qui vous demande le modérateur et le quality checker, ou c'est un membre du comité de la deuxième étape? Alors non, le modérateur est vraiment fait pas partie de la première étape, hein. C'est quelqu'un qui est de l'EIC, hein. C'est quelqu'un qui appartient à l'Europe, hein, qui travaille pour l'Europe. Donc il y a en fait le quality checker, lui il est après. Donc nous en général on n'a pas eu de retour là-dessus, hein. Tous les consensus qu'on a fait. Il faut savoir qu'on travaille, des fois ça prend presque 1 heure, hein, pour faire le rapport. Et pourtant c'est pas beaucoup de lignes, mais chaque mot est pesé, hein. Chaque mot est pesé, chaque phrase est
est vraiment bien élaboré. Tout le monde participe, donc c'est un travail intensif aussi. D'accord, merci. Alors, Et il y a une autre petite question, je pense, de la même personne qui dit: est-ce qu'il vaut mieux que le pitch soit fait par une seule personne ou à plusieurs voix? Alors, on a eu les deux, et comme je dis, c'est la fluidité. Si en fait le pitch est fluide, si chacun, c'est pour ça que je dis entraînez-vous, hein, et pas qu'une seule fois, entraînez-vous plusieurs fois. Nous, on a eu les deux, et ça ne nous a pas dérangé. C'est lorsqu'on a eu des saccades et tout ça qu'on a. Déjà, c'est une mauvaise appréhension, hein. Il y a le côté psychologique, hein. Faut pas oublier qu'il y a le côté psychologique. Si on voit que c'est fluide, c'est super bien présenté, quelque part, nous, ça nous dit, ah, ils ont travaillé, ils savent travailler ensemble, donc déjà, c'est bien parti, on a une bonne appréhension. Si on voit qu'il y a des saccades, que c'est pas fluide ou autre, alors, il peut y avoir le trac, hein, ça, on voit quand il y a du trac ou pas, hein, c'est visible quand il y a du trac, donc ça, on prend en compte le trac, hein. Mais la fluidité fait quand même la différence. Et j'en profite pour dire que si vous passez en deuxième étape et du coup à l'interview, le PCN, on organise des oraux blancs. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous quand vous avez la réponse et que vous passez en deuxième étape, parce que des fois, on n'a pas l'info tout de suite non plus. C'est normal, vous êtes les premiers informés, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter, parce qu'après, on organisera un petit pitch blanc pour justement entraîner et essayer d'être le plus fluide possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans Slido? Je vois existe-t-il... Pardon? Ah non, je ne voyais pas d'autres questions pour Arnaud côté. Les autres, peut-être on pourra les prendre. Oui, ça c'est ce que je viens de me dire, celle pour le subcontracting, ça c'est des questions plutôt pour nous. Après, il y en a une qui vient de tomber sur un ouais. projet peut consister à combiner 2 technologies à 2 niveaux TRL différents. Oui, et ça par contre, faut nous le dire, ça faut montrer que tout à fait, hein, vous pouvez avoir 2 niveaux TRL, mais quand vous arrivez à TRL 4, faut pas oublier qu'à TRL 4, on peut avoir 2 TRL différents, mais par contre, l'ensemble doit être à TRL 4. C'est toujours le maillon faible, hein. C'est toujours le TRL qui est le plus faible, en fait, qui fait qu'on est à TRL 3 et pas à TRL 4. Donc, vous pouvez avoir, c'est pour ça que TRL 4, vous pouvez avoir plusieurs briques, même si c'est un prototype que j'appelle artisanal, hein, comparé à un prototype élaboré. Mais par contre, il faut avoir validé le test de ces plusieurs briques au niveau laboratoire ou dans un environnement qui est représentatif. Il faut respecter en fait le niveau de TRL, mais c'est toujours le maillon faible qui prime. Peut-être est-ce que si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas à lever la main, profitez. Sinon, on peut poser peut-être aussi la question suivante sur les projets qui ne sont pas protégés par brevet. C'est peut-être intéressant d'avoir votre point de vue. Alors, nous on regarde, alors ça peut être un brevet qui a été déposé récemment, ou alors il faut nous montrer que en fait, au niveau de la confidentialité, parce que c'est ça le problème, hein, quand il n'y a pas le brevet derrière, il faut nous montrer que voilà, que vous avez mis en place des règles très strictes de confidentialité pour pas que l'API en fait s'échappe, hein. Mais c'est sûr qu'on sera un peu plus dubitatif sur ce genre de projet, hein, lorsqu'il n'est pas protégé. Alors, deuxième point que j'ai oublié, respecter aussi la demande en fait du programme. Par exemple, moi j'étais sur le Green Digital. Si vous ne montrez pas que vous avez une partie green, vous ne passerez pas la deuxième étape, enfin, vous ne serez pas validé. Donc, il faut quand même respecter le scope et puis du call, hein. Ça, c'est très important. Il peut y avoir en fait, des softwares. Les softwares, ce n'est pas forcément protégé, hein. Il faut nous montrer que vous avez pensé à tout ce qui est droit d'auteur. Si, par exemple, on est en France, vous avez fait des dépôts APP, voilà, ça, il faut nous montrer qu'en fait, le IP est quand même important, puisque quand vous serez quand un investisseur va venir vous voir, quand vous allez présenter votre projet à un investisseur, peut-être à la fin il va regarder si vous avez des brevets ou pas. Ça, l'API va être quelque chose de très important. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, pas de questions qui vous sont adressées directement. Donc, peut-être qu'on va passer à Jérémy. Et en tout cas, merci beaucoup, Arnaud, hein, pour votre présentation. C'était très précis, très clair. Je pense que ça sera très, très utile. Et on mettra en replay. Je pense qu'on va pouvoir, notamment, même nous, en tant que PCN, s'appuyer là-dessus pour aiguiller au mieux. Donc, merci beaucoup.
De rien. Et ben, Jérémy, je vous laisse partager votre écran si vous voulez ou non, suivant. Ok. Alors moi, j'ai pas de PowerPoint, mais C'est voilà, pas c'est une plus obligation. un témoignage que je vais faire. Alors, contrairement à ce qu'il écrit, je suis pas Pierre Gaudriot, je suis bien Jérémy Kramer. Je suis président d'une société qui s'appelle Thierry Biotech. Je suis le fondateur également. Je fais très rapide sur Thierry Biotech. On fournit des solutions alternatives aux tests qui sont réalisés sur les animaux pour pouvoir prédire l'effet d'un médicament sur le corps humain. Alors, j'ai postulé en monobénéficiaire et j'ai postulé 2 fois. La première fois, c'était en septembre 2021 et puis ensuite en avril 2022, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer de vous expliquer. L'enjeu pour moi, ça va être plus de prendre des questions. Je pense que ce sera plus intéressant, mais je vais essayer de mettre le point sur plusieurs aspects aspects que je pense critiques sur le fait de postuler à l'écrit et puis à l'oral. L'enjeu, c'est de vous motiver à appliquer sans vous faire peur. Par contre, je vous le dis tout de suite, pour moi, je trouve, le niveau était très élevé. Donc, je commence par ça, par un petit disclaimer. Voilà. Donc, une des premières questions, moi, je pense qu'il faut que vous vous posiez, c'est le sujet de l'accompagnement. C'est est-ce que je l'écris tout seul, avec mon équipe, ou avec, si vous êtes en consortium, moi, ce n'était pas mon cas, c'était mon bénéficiaire, ou est-ce que je l'écris avec des entreprises qui vont être spécialisées dans le domaine, qui connaissent bien les jurys, qui connaissent bien les questions. Alors moi, forcément, j'ai une reco, c'est de vous faire accompagner. Je ne pense pas que j'aurais pu l'avoir sans avoir eu le niveau de préparation qu'on a eu avec l'équipe qui nous a accompagnés. Et d'ailleurs, je crois que dans les participants, Gordana est dans le coin. Je ne sais pas, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc si jamais vous voulez vous faire accompagner, il y a Gordana, vous pouvez la solliciter. Donc ça, c'est un premier point, mais un point important. Ensuite, deuxième point, je vais parler de l'illustration. C'est-à-dire que dans la première évaluation que j'ai eue, nous, on avait une collaboration avec une Big Pharma qui est assez connue dans notre domaine, qui est le leader mondial des antidiabétiques, qui s'appelle Novo Nordisk. Et les évaluateurs, ils nous avaient reproché de ne pas avoir de partenariat avec des Big Pharma. Donc, je suis parti du postulat, qui est un postulat faux, mais c'est l'idée derrière, c'est que les évaluateurs ne lisent pas. C'est un postulat, mais juste pour me mettre dans les conditions de je vais avoir un niveau d'illustration dans ma présentation écrite qui est très élevé, donc avec voilà, enfin, tout type d'illustration, des photos, pour qu'on puisse comprendre mon document sans l'avoir lu. Et puis qu'après, la lecture précise vienne pour venir faire un point de focus sur des détails ou des éléments de compréhension plus profonds. Mais ça, c'est un point pour moi qui est hyper important entre mon premier document et le deuxième document. Je ne l'ai pas révolutionné, on l'a réillustré. Et ça a tout changé. Donc, j'insiste, ça paraît pas forcément évident, mais voilà, qu'il y ait une bonne pédagogie quoi, pour la lecture. Troisième point, un point important, c'est on en a parlé juste avant, je pense qu'Arnaud en a parlé, et puis c'est le point avec les VC. Alors pour moi, de ce que j'ai vécu, c'est il faut absolument que vous ayez déjà rencontré des VC. Il faut que vous ayez parlé, que vous connaissiez leur manière de penser, leur manière de réfléchir, pourquoi ils investissent. Moi, ils m'ont demandé pourquoi on n'avait pas déjà levé des fonds, parce que ma société, j'ai bootstrappé depuis le début, parce que j'ai déjà commercialisé un produit. Mais voilà, ils vont vraiment vous challenger sur l'aspect financement amont de l'EIC Transition et l'aval. Donc, qui sera intéressé par vous financer après l'EIC Transition? C'est très important, ça a été rappelé tout à l'heure. Bien sûr, ça peut être l'EIC Accelerator, mais il faut avoir des plans B, comme ça a été indiqué. Quel KPI sur les plans B? Si vous avez discuté avec des fonds, ils ont sûrement des critères explicites pour pouvoir investir chez vous. Donc, il faut connaître leurs attentes. Voilà, donc moi, je vous recommande dès aujourd'hui de
de commencer à discuter avec des VC et dans votre domaine, bien sûr, qui ont des thématiques d'investissement proches de votre domaine, pour être prêt. Alors, je peux juste rajouter un truc. En fait, c'est un défaut qu'on a au niveau des jury members, c'est qu'il y a des jury members qui viennent d'accélérateurs. Et ça, j'ai fait remonter en fait à la direction en disant que non, on n'a pas besoin d'avoir déjà discuté avec des VC juste à TRL 3 ou 4. C'est vrai, c'est une aberration, quoi. Et donc, mais comme ces jurys viennent ils sont biaisés en fait le fait de venir en fait de l'accélérateur. Donc, je l'ai refait remonter. Est-ce que c'est pas normal qu'à TRL 3 ou 4, on est déjà en contact avec des VC, quoi. Alors qu'à la fin de TRL 6, oui. Là, il faut montrer en fait qu'on va aller les voir, qu'on sait qui ils sont et que peut-être qu'on peut commencer à discuter pendant la période, pendant la transition. Hein. Dès qu'on a un jalon qui est significatif, on peut. Mais pour moi, ça fait aucun sens de les avoir à TRL 3. Quoi. D'ailleurs, peut-être qu'on peut préciser que nous, en tant que PCN, dans nos différents échanges, on a vu une évolution, pardon, sensible entre 2021, qui était la première année de mise en œuvre du transition, et où en effet, comme le dit Arnaud Côté, on sentait des jurys euros très très proches de ce qui est attendu dans un accélérateur, et la cohorte 2022, notamment la deuxième, alors celle que vous avez eue, Jérémy, Ouais, mais c'est aussi ça. celle de septembre, enfin, où les interviews ont eu lieu plutôt vers la fin de l'année d'ailleurs, où on a senti qu'il y avait quand même beaucoup plus, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, un équilibre entre la partie business et la partie technologique. Voilà. Donc, je pense que c'est parce que la cohorte 2021 était un peu expérimentale, tant au niveau de l'EIC qu'au niveau des membres du jury, et que maintenant les choses ont tendance à aller plus dans le sens de ce qui est attendu. Ok, ouais, j'abonde dans le sens. Moi, c'est mon point neuf d'ailleurs, c'est ce que j'appelais le paradoxe entre le niveau de maturité requis pour accéder à l'EIC Transition et moi, je dirais l'exigence dans les questions qu'on a eues. Donc, c'est super si ça s'est équilibré, mais moi, c'est vrai que je l'ai passé là en avril 2022. Donc, peut-être qu'ils ont demandé au jury de baisser leur exigence, mais moi, très clairement, je ne l'aurais pas eu si j'avais pas eu un niveau de préparation qui, je pense, est pas loin du niveau de l'accélérateur. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas vous effrayer. Donc, moi, encore une fois, c'est un cas particulier que j'ai. Je vous fais la restitution de ce que j'ai vécu. Je ne crois pas que ça soit forcément quelque chose d'universel. Donc, mais ça me paraît sage que le niveau des questions baisse, enfin que l'exigence, parce que sinon ça crée ce paradoxe et c'est très, très étrange. Quoi. Alors, je rassure, hein, moi, j'ai dû remonter un peu les bretelles aux autres jury members pour leur dire oh, c'est transition, c'est pas accélérateur. Hein. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui peut-être aussi sont du monde de l'investissement. Oui, tout à fait. Donc, leur réflexe, en fait, c'est. Faut juste leur rappeler. Voilà. Mais quand on est en face du jury, on ne peut pas leur rappeler ça. Donc, préparez-vous au cas où. Ok. Ensuite, donc, ça a été expliqué, hein, mais voilà, je fais encore un petit point d'attention. Les aspects réglementaires de votre business, hyper important. Globalement, on épouse la réglementation, on ne lutte pas contre elle. C'est bien de connaître vraiment tous les critères. Nous, on a eu beaucoup de questions. Là-dessus, on fait du préclinique. On a eu une chance, c'est que la FDA, nous, récemment, avait été en train d'ouvrir nos technologies aux tests précliniques. Mais connaissez bien les aspects réglementaires et en quoi ça influence, je dirais, en quoi c'est un facteur clé de traction de marché. Okay, ensuite, l'expertise de l'équipe. Nous, on a eu beaucoup de questions sur l'équipe et notamment le scale-up de l'équipe. C'est à peu de choses près, comment on passe de 5 à 50. Vraiment eu beaucoup de questions sur le management, la politique RH, sur des aspects d'onboarding, comment on les forme. Est-ce qu'on sera prêt si jamais ils nous financent? Est-ce qu'on sera prêt à démarrer tout de suite? Je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes en 2021 sur les timings de démarrage. Et donc, il y avait un vrai point de focalisation sur
Si on est financé, on peut démarrer dans 2 mois, à peu de choses près. Ça, c'était un point hyper important et on sait faire. On a un responsable RH, on a déjà intégré. Voilà. Ensuite, mon point, du coup, ça sera mon point 7. Le IC Transition, c'est un outil de maturation technologie et business. Et donc, l'aspect business est vraiment un fondamental. À peu de choses près, j'ai eu très peu de questions sur la techno. A priori, ils avaient dû le valider en amont au moment de l'écrit, mais c'est vraiment des questions liées au modèle de revenu. C'est comment vous allez vendre, à qui vous allez vendre, pourquoi, quels sont les critères, pourquoi c'est ce type de modèle, est-ce que c'est les normes du secteur. Ça, c'est très important. Vraiment, le go-to-market. C'est pourquoi vous avez priorisé, moi j'ai eu des questions, pourquoi vous avez priorisé tel type de client par rapport à tel autre, où est-ce qu'ils sont situés, comment vous allez les toucher. Donc vraiment un go-to-market et le modèle de revenu qui doivent être bien identifiés, compris, et pas juste, pour moi, même à l'écrit, pas juste on a des hypothèses de. Moi, c'était plutôt on a compris que. Même si dans le IC Transition, il y aura aussi cette dynamique d'aller approfondir votre compréhension, vos hypothèses, mais voilà, un go-to-market qui est déjà bien identifié, quitte à l'itérer dans le IC Transition. Alors après, il y a une différence en fait de domaine. Quand vous êtes dans la santé, par exemple, vous savez le nombre de malades, que c'est beaucoup plus, je dirais, facile entre guillemets, fléché, que lorsque vous êtes dans la techno où c'est vraiment tout nouveau, que ce soit dans le spatial par exemple, ou avoir des, je sais pas moi, des satellites robots. Là, on est vraiment dans l'inconnu là. Donc là, il y a vraiment des hypothèses à valider. Donc ça dépend juste vraiment du domaine dans lequel en fait vous êtes. Ouais, c'est sûr que nous, bah voilà, c'est des marchés qui sont historiques, le préclinique. Donc, même si c'est des technologies de remplacement, on va dire, parce qu'il y a le modèle animal qui est là, qui était obligatoire. Donc, voilà, donc bien vérifier votre secteur. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Peut-être un petit point sur la préparation à l'oral. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Je ne sais plus combien de fois on a répété. Je pense une petite dizaine de fois, justement pour que ça soit fluide. On a présenté à 3. Nous, on connaissait le texte par cœur. On l'a donc, et à la fois sur la présentation, on l'a fait à 3, et sur la réponse aux questions, on l'a fait à 3. Et on avait bien anticipé qui répondait à quoi, même s'il y a toujours des zones grises. Donc à vous de vous mettre peut-être un petit code entre vous pour qu'il y ait justement cette fluidité dont Arnaud parlait tout à l'heure, que ça sente que voilà, il n'y a pas de surprise et que je dirais 2 PC, 2 connexions Internet. Nous, c'est ce qu'on a fait au cas où ça plante, et ça a planté. J'ai notre écran qui s'est coupé. Alors, ce n'était pas la connexion Internet ni le PC, mais le grand écran, je peux vous dire, quand l'écran de présentation se coupe, ça met un petit stress. Donc, le temps de comprendre que c'est que l'écran et que ce n'est pas le PC. Voilà. Donc, quand même, ayez, je pense, hein, si c'est important pour vous, ayez vraiment un niveau de préparation élevé, quitte à avoir de connexion Internet. Quoi d'autre? Mais je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a quelqu'un qui a levé la main, qui a peut-être une question, si vous voulez, Xavier Forceville, si vous voulez prendre la main, la parole. Avec plaisir, merci beaucoup. Je voudrais poser une question sur l'importance de la rupture. Alors, il faut une rupture, mais est-ce qu'une rupture majeure est un handicap ou un avantage? Et comment faut-il la présenter? Prenons l'exemple, je ne sais pas, historique, présent. Fleming voudrait présenter à l'EIC Transition. Comment il devrait s'y prendre? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour… Ouais, peut-être. Moi, je ne sais pas si je peux répondre à ça parce que je n'ai pas les critères suffisamment larges, je pense.
Alors, nous, ce qu'il nous faut montrer, ça va être l'impact, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a des hypothèses. Lorsque vous avez vraiment une rupture, il va y avoir des hypothèses. Et ce qu'il faut présenter, c'est que... mais ça répond toujours, en fait, à un signal faible, souvent. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est aux prémices de quelque chose. Et donc, il faut voir qu'est-ce que ça va avoir un impact au niveau de la société, comment ça va aider les gens, en fait. Donc, Alors, et là... c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Fleming, qui est un exemple connu, classique. Hein, et on sait que 2 ans avant Fleming, il y avait un militaire qui avait inventé l'équivalent de ce qu'il a inventé. Donc, on voit l'impact des antibiotiques. Vous savez ce que c'est, hein, il n'y a pas de problème. Donc, imaginons que vous ayez un projet dont l'ampleur soit le même. Et comment vous devez le présenter? Et est-ce que ça va être un atout ou est-ce qu'au contraire, ça va faire peur? Non, non, non. Si c'est justement présenté, faut montrer qu'en fait, que c'est bien une rupture, qu'il y a quand même des questions auxquelles on ne peut pas répondre pour l'instant. Donc, comparé en fait à, comme je dis, hein, c'est un marché qui est émergent, comparé à un marché qui est mature. Donc là, il faut se mettre dans le domaine du marché, je dirais, émergent, mais que, par exemple, vous avez quand même pensé à ce que j'appelle le minimum viable ecosystème. Quels sont le minimum de partenaires qu'il faudrait mettre? Je vais donner un exemple. Quand Philips a sorti sa HDTV, donc sa télévision haute définition, c'était le Panac, hein, c'était 1080 lignes, sauf que Philips a oublié que fallait montrer qu'il y avait des caméras, qu'il fallait de la bande passante, qu'il fallait du contenu. Donc, si vous arrivez juste avec par exemple la télé Philips, sans nous montrer qu'il il faut mettre un écosystème autour, là, on va voir que vous n'avez pas fait votre boulot. Même si, et c'est pourtant la HDTV, c'était de rupture, hein, à ce niveau-là. Donc là, il faut nous montrer que voilà, c'est de rupture, mais on a pensé voici les éléments qu'il faut mettre en fait en place pour aller plus loin. Alors, si je prends votre exemple pour vous, effectivement pour comprendre, imaginez le radar, parce que ça doit rentrer dans votre domaine. Vous inventez le radar, vous êtes en 40, et comment vous allez présenter ça? Donc, déjà, alors, par exemple, là, on est en temps de guerre. Donc, le radar, ça a été inventé il y a un peu en temps de guerre. Donc, on va pouvoir voir, en fait, les avions ennemis. Par contre, il faut nous montrer qu'il va y avoir besoin du traitement du signal. Il va y avoir besoin, je dirais, de matériaux spécifiques. Il va y avoir besoin de tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut que vous nous montriez. Vous avez pensé, c'est une hypothèse, hein. Après, on est quand même à TRL4. Donc, à TRL4, le radar a été testé. Donc, mais par contre, vous allez montrer que vous allez contacter l'armée, que vous allez contacter, par exemple, les aéroports, que vous allez pour voir, je dirais, voilà. Est-ce que c'est nice to have ou must to have? Oui, vous avez développé les outils statistiques pour distinguer les oiseaux des avions, et effectivement, il y a toujours transition, ouais. Il y a toujours une part d'incertitude, hein. C'est pour ça que moi, je rappelle à mes collègues jury members, transition n'est pas accélérateur, hein. Il y a encore toujours des hypothèses à valider. Alors, c'est vrai que dans le domaine clinique, il y en a un peu moins, comme on dit, parce que c'est fléché, parce qu'on connaît le nombre de malades, où on sait, on est dans un marché un peu, je dirais pas connu, mais on sait qu'il va être un peu l'impact. Mais lorsqu'on est, par exemple, l'intelligence artificielle ou autre, il y a tout un tas d'inconnus qu'il va falloir vérifier sur le terrain. Le but, c'est de nous montrer que vous allez sortir du building, sortir du bureau, et qu'au fur et à mesure, vous allez évoluer d'un point de vue technique, mais vous allez aussi évoluer d'un point de vue commercial. Je ne sais pas si c'est clair. Ou... Oui, très bien, c'est parfait, merci. Je crois qu'on a sur le Slido une question pour Jérémy. Combien vous étiez à l'interview? Comment avez-vous organisé la présentation et les réponses aux questions? Vous avez, je crois, partiellement répondu déjà, mais on était 3 à l'interview. On a essayé de combiner. Alors, moi, qu'on soit scientifique ou pas, moi, je trouve qu'on doit connaître l'aspect business de son activité, de son entreprise. Donc, mais on a essayé de se répartir par thématique. Bien sûr, business développement, marketing. Nous, c'est de l'instrumentation, donc il y a beaucoup d'aspects industriels et puis des aspects de financement. Donc moi, je m'occupais beaucoup de la partie industrielle parce qu'en fait, c'est un background, je suis ingénieur, donc c'est un background que je connais bien, j'ai déjà industrialisé des produits. Donc voilà, essayer de se répartir là où chacun va pouvoir aller en plus grande profondeur. Et moi, je dirais quand même qu'il y ait un meneur de jeu, si vous êtes 3 ou 4. C'est-à-dire que s'il y a un doute, il y a quelqu'un qui doit prendre le lead pour dire qu'il doit répondre, que ça soit très spontané, pour pas justement qu'il y ait cette absence de fluidité. Tout à fait.
Et en général, le CIO, c'est mieux quand même, parce que Mm. c'est ce qui doit incarner aussi. Oui, on a eu des remarques une fois, un cas enfin un retour plutôt d'un jury member, enfin d'un passage au jury où le CEO n'avait pas été présent à l'interview et ça avait été, alors je parle sous le contrôle de Monsieur Côté, mais ça avait été très mal vu C'est tout à fait, tout à fait. comme étant un manque d'investissement ou d'ambition de la part de l'entreprise en question. On a eu ce cas-là, nous, en septembre. Et c'est vrai que c'est très mal vu que le CEO, en fait, ne soit pas présent le jour de l'interview. Donc, je valide. Alors, il y a d'autres questions. Je regarde si elles peuvent s'adresser aussi à l'un d'entre vous. Alors, deux questions, mais je crois que vous y avez répondu, Monsieur Côté. C'est à propos des TRL. Le call parle parfois de TRL 4, parfois de TRL 3-4. Faut-il être strictement à 4? Non, on peut être Bon, à 3. On peut être à 3, mais il faut montrer que vous allez atteindre le 4. Il faut montrer la roadmap au niveau technologique pour atteindre jusqu'à 6. Et puis une autre question aussi concernant la propriété intellectuelle. En fait, c'est une question qui est posée à la suite d'une de vos réponses précédentes. Si le brevet est déposé après la fin du projet, mais pas pendant le projet, mais à la fin du projet, mais bien issu du projet, est-ce qu'on peut considérer que c'est une stratégie acceptable? Il faut montrer que, en général, qu'on arrive à TRL 3 ou 4 et que c'est qu'une invention de rupture, on est censé déposer un brevet à ce moment-là. Parce qu'il y a quand même une protection à mettre en place. Là, il faut vraiment nous expliquer clairement quelle est la stratégie pour déposer un brevet plus tard. Alors, il peut y avoir des brevets qui vont être déposés au cours de transition. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, quelque part, on s'y attend, puisqu'il va y avoir des assemblages. On va monter en fait en TRL. Donc, il peut y avoir des verrous technologiques qui vont apparaître, peuvent faire appel justement à des dépôts de brevets. Par contre, si le brevet initial n'est déposé qu'à TRL6, là, il faut nous expliquer vraiment quelle est la stratégie derrière. Et là, il faut vraiment être carré et clair, parce qu'on va vous challenger là-dessus. Le freedom, pour compléter, le freedom to operate, Oui. il doit être démontré. C'est-à-dire que Oui. c'est pas moi. On avait des brevets en amont. Et bien sûr, on en développe en cours. Donc il y a une roadmap brevet, mais l'initial, on doit prouver la liberté d'exploitation. C'est trop risqué, je pense, de financer un projet qui n'aurait pas une liberté d'exploitation très claire. Mhm. Peut-être, Monsieur Kramer, si vous pouvez nous dire en 2-3 mots l'origine du projet IC Transition, puisqu'on on a expliqué que la particularité de cet instrument, c'est que l'éligibilité d'un tel projet, c'est qu'on doit avoir des résultats issus d'un projet précédent. Peut-être Ouais. vous pouvez nous expliquer rapidement quelles étaient l'origine, vous, des résultats que vous avez exploités dans le transition. Ouais. Donc en fait, nous, on avait déjà déposé des brevets bien en amont de l'EIC Transition. Et en fait, j'ai toujours fait une veille un petit peu de brevets qui pourraient être complémentaires des nôtres. Et donc, on a trouvé dans notre réseau des gens qui avaient un brevet complémentaire et des technos, on va dire, complémentaires. Donc, on s'est rapproché d'eux. Et donc, moi, finalement, le point, c'est quoi? C'est, je vous encourage finalement à vraiment faire cette veille, aller chercher dans les faits, dans tous les instruments qui ont déjà été mis en place, d'aller chercher et voir s'il n'y a pas des choses complémentaires à ce que vous avez, soit parce que ça vous permet aussi d'accéder à cet outil, à cet instrument, soit parce que ça va augmenter en fait l'IP qui est hyper importante. Donc voilà, nous, ça venait vraiment du réseau parce que je faisais de la veille de brevet tout le temps, et puis j'en fais encore. Alors, une question qu'on pose aussi lorsque vous avez déposé des brevets, ça va être le financement des brevets. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous avez juste déposé votre brevet, vous allez avoir le PCT au bout de 12 mois, et après, au bout de 31 mois, vous allez choisir les pays. Là, c'est là que ça commence à chiffrer. Et là, il faut que vous nous montriez qu'est-ce que vous mettez en place justement pour financièrement pouvoir en fait couvrir les dépenses en IP. Ça, c'est un point sur lequel je reviens tout le temps, sur tous les...
en tant que membre du jury. Alors, peut-être pour compléter, donc, Monsieur Kramer, oui, ce que vous me disiez quand Ouais, on avait échangé, c'est que en fait, et peut-être c'est pour illustrer vis-à-vis des participants au webinaire aujourd'hui, c'est que vous, le projet que vous menez, Transition, il est issu de résultats d'un projet fait open dans c'est lequel vous ça, n'étiez pas partenaire, exactement. Un fait open, et une combinaison de ces résultats et d'autres résultats que vous avez, comme vous venez de l'expliquer, ce qui montre bien que il n'est pas nécessaire, comme on l'expliquait en début de webinaire, de faire partie du projet d'origine dont sont issus les résultats pour déposer en transition. Et quelque chose aussi que j'avais noté dans notre échange, qui va peut-être vous permettre de répondre à une des questions: existe-t-il une limite conseillée en termes de proportion du budget en sous-traitance? Et je crois que vous, Monsieur Kramer, dans votre projet, vous êtes monobénéficiaire, mais avec des parties qui sont sous-traitées. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer le choix que vous avez fait, et Monsieur Côté, ensuite nous donner votre point de vue du côté des évaluateurs sur le poids le poids ou l'impact de la sous-traitance dans un projet. ouais. Alors, rapidement, alors je ne sais pas s'il y a un seuil. Je ne pourrais pas vous dire ça exactement s'il y a un seuil. Moi, il y a deux choses qui étaient importantes sous l'aspect sous-traitance. Il y a, il y a la partie marketing. Une partie du marketing qu'on est en train de faire est sous-traitée. Donc, ça représente un budget, pour donner un ordre de grandeur, d'environ 100 000 euros. Et puis, il y a une partie aussi, c'est l'accompagnement à l'industrialisation, justement pour faire maturer le projet. Même si on a un savoir-faire en interne, bah, c'est bien de se faire accompagner. Donc, pareil, sur la maturité de la technologie, sous les aspects Indus. Voilà, il y a aussi un budget important sur sous-traitance. Je ne sais Alors, pas si... oui, je confirme sur l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on regarde quand même le côté industriel, parce qu'on peut très bien voir à TRL6 c'est une belle preuve de concept qui en fait va coûter trop cher à produire, quoi. Et donc le budget, le projet ne sera pas viable. Donc réfléchissez, D, quel est en fait voilà, quel est le processus d'industrialisation que vous allez mettre en place, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui va être nouveau? Est-ce que les Américains regardent aussi bien le TRL que ce qu'on appelle le MRL, Manufacturing Readiness Level? Les deux sont regardés. Et moi, j'insiste de plus en plus justement à ce qu'on regarde aussi le côté industriel de la techno. Moi, j'étais beaucoup challengé sur les aspects Indus, prod, approvisionnement, sécurité de l'approvisionnement. C'était des sujets hyper importants avec les fournisseurs, leur capacité à délivrer, bien sûr. Parce que comme TRL6, c'est quand même un prototype de haut niveau, je dirais presque un produit final, c'est là qu'en fait, à la fin, on peut commencer à regarder justement le côté industriel. Dès qu'on passe de 5 à 6, c'est vraiment ce gap-là où l'industrialisation peut être regardée. Alors, on ne va pas vous demander d'avoir un pilote industriel et tout ça, hein, mais que vous ayez quand même recommencé à regarder qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour l'industrialisation. Ça, c'est un gros plus. Dan Angelescu a levé la main pour poser une question probablement. Merci. Merci. Oui, ma question, c'est donc on envisage justement une continuation d'un projet européen avec un laboratoire dans un autre pays. Et donc, il y a deux solutions qui seront combinées, issues du même projet, qui seront combinées dans une solution nouvelle. Et dans ce cas-là, une des solutions, elle est protégée par brevet et l'autre, elle a été développée en open source. Et on souhaiterait combiner les deux. Donc, le résultat, il sera automatiquement, il aura la protection de propriété intellectuelle de la partie du brevet. Il y aura les nouvelles parties qui pourront être éventuellement protégées. Est-ce que vous voyez un impédiment là ou comment vous présenteriez une telle combinaison de technologies? Si vous êtes à l'open source, il faut bien nous dire quel type de licence GPL ou je dirais que vous avez utilisé. Il faut voir que est-ce que vous utilisez par exemple d'autres parties? Parce que moi, je vous challengerai là-dessus. C'est si vous êtes en open source, si votre open source utilise d'autres justement parties logicielles, comment l'API, comment la licence, que ce soit LGPL ou GPL, ou, justement a été choisie. Donc ça, c'est ça que vous devez nous montrer. Vous nous montrer que vous n'allez pas avoir de problème quand vous allez commercialiser. C'est-à-dire que si vous commercialisez, que vous devez tout rendre, gérer à la communauté, là, ça risque de coincer. Donc,
Donc là, vous devez nous montrer voilà, quelle est votre capacité au point de vue API, même si c'est open source. Hein. Open source, c'est quand même open source ne veut pas dire gratuit. Hein. Ça, les gens oublient que ça ne veut pas dire gratuit. Donc voilà, quelles sont les licences en fait que vous avez mis par derrière pour être sûr que vous avez toujours un contrôle de l'open source. Très bien. Merci. Alors, un petit point final, c'est quand vous racontez comme une histoire, mais faites rêver les membres du jury. Voilà, il faut nous faire rêver. Il faut nous montrer que waouh, là, il faut avoir le waouh effect. Xavier Forsmith, je crois qu'il y avait vous aviez une remarque, une dernière question? Je vois que vous avez levé la main. Oh, est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, c'est ça. Désolé, je n'ai pas mis mon Oui. micro, donc alors je recommence. En ce qui concerne la propriété industrielle, pour aller plus loin, bon, il faut avoir une propriété industrielle, c'est clair, un brevet. Est-ce qu'il faut prévoir qu'on a prévu on a déjà prévu le cabinet pour le défendre, etc. Et voilà, parce que c'est pas tout d'avoir un brevet. Si vous pouvez pas le défendre, ça sert à rien. Oui, ça c'est une question aussi qu'on pose. C'est au niveau justement de la défense du brevet. Est-ce que, alors, des fois, ça vient de l'université, donc il va y avoir la cellule de transfert qui sera là, ou des fois, le brevet est porté par une PME. Donc, oui, ça, il faut. C'est pareil comme la délivrance, hein, c'est un coût. Je dirais le coût de défense a quand même un coût, il faut pouvoir le chiffrer. Oui, c'est montrer. environ 100 kilos en Allemagne, en Europe à peu près. Voilà. Mmh. Donc, moi, c'est clairement des questions qui m'ont été posées. Avec qui je travaillais, quel cabinet, pourquoi. C'est des choses vraiment importantes pour pouvoir répondre. Ok. Alors, il y a une dernière question qu'on n'a pas traitée dans Slido. Pour les transitions challenge, doit-on s'attendre à une réduction du taux de succès suite à l'extension de l'éligibilité à tous les projets issus de H2020? Alors, il est vrai que cela nous a été présenté par l'EIC comme étant expérimental pour le programme de travail 2023. Il est probable que ce côté expérimental vienne du fait qu'il y a assez peu de projets transition challenge qui ont été déposés lors des premières cohortes. Je crois même de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, Elsa et Kira, qu'il y a un challenge où il n'y avait pas eu de projet, enfin où il y avait quasiment pas eu de projet déposé ou même pas eu de projet sélectionné parce que les seuls déposés n'étaient pas de bonne qualité. Donc voilà, oui, mathématiquement, le nombre de projets éligibles est en hausse. Donc on peut imaginer qu'il y aura plus de dépôts et donc à la fin moins de réussite et donc un taux de succès en baisse. Après, bon, je dis ça n'engage que moi, mais pour l'instant, c'est justement un petit peu l'objet de ce webinaire aujourd'hui et d'autres interventions qu'on est amené à faire avec nos collègues des PCN, des clusters. C'est du pilier 2, c'est de dire que je pense que cette information et la philosophie du transition ne sont pas encore très connues, donc je ne suis pas certain qu'il y ait un gros afflux, mais on verra. On verra bien s'il y a un gros afflux, auquel cas, mathématiquement, le taux de succès pourrait baisser. Mais après, je dirais, le taux de succès, c'est une chose, mais il y a la qualité des propositions qu'en est une autre. Et ce que je viens de vous dire, c'est que malgré le fait qu'il y avait peut-être moins de projets déposés dans les premières cohortes, il y a eu un challenge sur lequel il n'y a eu aucun projet retenu parce que c'est pas parce que les quelques projets qui avaient été déposés sur ce challenge n'avaient pas la qualité requise. Donc, il n'y a pas forcément, si les projets n'ont pas la qualité requise, ils ne sont pas forcément retenus. Et donc, à l'inverse, si vous avez un projet de qualité, c'est pas parce qu'il y a peut-être une plus grosse concurrence, mais enfin, voilà, vous avez quand même toutes les chances. Après, si je peux me permettre, d'autant plus sur le IC, les taux de succès du transition sont déjà plus élevés. Donc, ça restera, je pense, un appel qui restera tout de même intéressant. Et sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais en deuxième étape, si vous passez en deuxième étape, les taux de succès sont beaucoup plus élevés. On est à peu près à 50%. Donc,
Donc voilà, le plus dur, c'est d'être convoqué, on va dire, à l'oral. Après, il faut passer l'étape de l'oral qui demande énormément de préparation aussi, et comme on peut le rappeler, nos 2 intervenants. Mais les taux de succès restent quand même très intéressants pour situer, si je ne dis pas de bêtises, à la louche, parce que entre les open et les challenges, c'est un peu différent, mais je crois que les transitions, on est entre 12% à 20% sur certains challenges. Le Pathfinder, on est à 6-7%. Donc, ça reste quand même, pour l'instant, On monte même un à type 28. d'appel intéressant. On monte, oui, presque à 30. On Tout monte succès presque sur à 30. certains challenges. Ouais, sur certains challenges, même à 30. Bon, voilà. Donc, ça peut être intéressant. Alors, je crois qu'il y avait... Sur les 10 que j'ai eus, on en a fait passer 6. Donc, Il y a quelqu'un qui a levé la main, Monsieur Ouais. Viovi, je crois. Après, je ne sais pas si on doit vous libérer. N'hésitez pas, Oui. Arnaud et Jérémy, parce que de base, on vous avait pas. Non, on vous sollicite plus longtemps que prévu. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Nous, on peut Alors, finir le il y a une webinaire. question aussi dans le chat. Avez-vous la proportion de RCPOC qui passe directement en EIC Transition? Alors, la proportion de RCPOC qui passe en EIC Transition, à ma connaissance, on ne l'a pas. Par contre, on a la proportion de provenance des projets EIC Transition, où en effet, sur les 2 premières cohortes, si je ne dis pas de bêtises, la majorité des projets dont était issu le IC Transition étaient des ERCPOC. C'était le premier type de projet avant le fait. Exactement. Plus grand pourvoyeur de transition. Voilà, c'est les plus grands pourvoyeurs de transition. Mais le nombre de POC qui passent en transition, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas d'ailleurs combien nécessairement de POC, de RCPOC parmi tous les ERCPOC font l'objet d'un dépôt d'un EIC Transition. Et donc, oui, Monsieur Viovi avait levé la main, si vous voulez prendre la parole. J'ai une question en fait, on est dans une situation qui ressemble un peu à celle décrite par Monsieur Kramer, c'est-à-dire avoir une technologie qui provient d'un laboratoire et vers une entreprise, mais ce laboratoire le laboratoire et l'entreprise étant français, le laboratoire peut pas être partenaire. Donc, du coup, il faut qu'il soit sous-contractant. Quelle est la position? Est-ce qu'il y a des taux voilà, est-ce que d'une manière générale, le subcontracting est mal vu? Jusqu'à quel taux il est acceptable? Quelle est la position vis-à-vis de la sous-traitance en général? Ou on peut avoir, par exemple, aussi un end-user qui est un end-user naturel, mais qui est dans le même pays et qu'on a envie d'avoir comme sous-traitant. Ça, c'est un peu cette espèce de quadrature du cercle des règles à la fois de commodité industrielle de proximité qui s'opposent aux règles de multi-pays qu'on retrouve malheureusement dans ce projet. Alors, moi, personnellement, la sous-traitance, c'est pas un critère important. On sait des fois qu'il y a des gros projets à mettre et qu'il y a par exemple qu'on va monter en fait en scale-up, qu'on va monter en TRL. Lorsqu'on est sur du hardware ou autre, là oui, il faut besoin de sous-traitance parce qu'on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette sous-traitance peut être utilisée par la suite, quoi. Donc, lorsqu'on pense à industrialisation, montrer en fait que la sous-traitance, ça peut être peut-être pas juste one shot, mais que on va penser que justement à l'étape d'après, quoi. Mais sinon, la sous-traitance en elle-même, non. Tout dépend aussi là, je crois que j'ai bien compris, vous parlez du cas d'une spin-off d'un labo, c'est ça, ou d'une entreprise qui travaille étroitement avec un labo. Voilà, c'est ça. Tout dépend de l'état puisque comme le dit Monsieur Côté, on va vers l'industrialisation. Tout dépend du niveau d'implication nécessaire du labo dans le projet. Est-ce que l'entreprise maîtrise déjà une bonne partie de l'aspect technologique et a besoin malgré tout d'un appui en R&D qui provient du labo, ou est-ce qu'il y a vraiment une absence de cette maîtrise et qu'on est dans une phase de transfert de technologie, mais vraiment amont, auquel cas le rôle du labo est peut-être plus déterminant et peut-être plus difficile de le faire passer en sous-traitance.
Ça dépend un petit peu de ça, je J'ajouterais dirais, aussi, du niveau du curseur, quoi. et j'ajouterais à cette considération du rôle aussi des considérations des, entre guillemets, «droits et devoirs». Parce que les droits, on va dire, en termes de propriété des résultats, et cetera, d'un sous-traitant ne sont pas les mêmes. Du coup, c'est vrai que peut-être en termes de développement de la technologie, et tout, peut-être c'est un peu moins important ou un peu moins critique, comme le disait monsieur Cotet. Néanmoins, en termes de juridique, ça peut avoir un impact. Le fait que l'un ou l'autre soit sous-traitant et donc je trouve que la réponse n'est pas facile. Il faut vraiment rentrer dans le cas particulier, je pense. D'accord. Et je voudrais rajouter un dernier warning. C'est un labo public qui sera en Ouais. sous-traitance. Parce que moi, j'ai un doute, même en termes réglementaires, en termes de montage de projets européens, que, en fait, un sous-traitant, il y a une définition bien précise de la commission. Il faut qu'il ait une profit margin, il faut que ce soit une facture qui vous fasse, etc. Il y a un statut bien précis. Et je crains que les laboratoires publics, qui en fait ne puissent pas avoir ce statut qui leur permette de vous faire une facture avec une marge de profit. Bien entendu. Le CNRS fait des tas de sous-traitances. J'ai déjà vu des exemples, y compris dans le cas de projets européens. Bah alors, si vous avez l'exemple, c'est parfait. Si vous avez déjà Mais travaillé après, moi, avec c'était plutôt sur la question des équilibres, quoi. Bah, il faut que, enfin, en tout cas, je vous dis de regarder tranquillement aussi là-dessus parce que j'ai peur que ça bloque. Mais si vous l'avez déjà fait dans des projets européens, alors pas de souci. Je vais vous montrer un exemple. Si vous êtes sur du quantum computing et qu'il y a besoin de refroidisseurs, j'ai besoin vraiment de heavy, de gros matériel, là, bien sûr, il y a de la sous-traitance. Un laboratoire, lui, ne pourra pas faire ça. Et là, on ne sera pas choqué que la sous-traitance prenne quand même une grosse part du projet. Je dirais quand c'est bien justifié. Je sais pas, je peux peut-être poser la question à monsieur Kramer. Si vous aviez par exemple un… Ah oui, mais non, vous étiez en monopartenaire et vous récupériez l'API de quelqu'un d'extérieur. Donc, comment vous gérez le transfert de pays? Est-ce que vous avez fait justement, vous avez pu faire une sous-traitance ou comment ça s'est passé, si ce n'est pas indiscret, hein? Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas indiscret du tout. Le transfert de pays, ça, il se fait en dehors du cadre de l'EIC. Enfin, et le amont. transfert de savoir-faire, ce n'est pas tellement le c'est ça. transfert en fait, de pays, mais c'est plutôt le transfert de savoir-faire. Voilà, au sens large, exactement. Donc ça, c'est une collaboration qu'on a avec des industriels, donc, qui, eux, étaient dans un FET. Donc ça se fait, on va dire, de gré à gré entre les entreprises. Donc ça, vis-à-vis de l'EIC, on ne demande pas à financer ça. Ah d'accord, vous le faites par un partenariat extérieur à l'EIC. Comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que voilà, cette négo, elle est pour moi préalable à l'EIC, en fait. Donc, et puis après, dans le cas où si vous faites des partenariats avec des laboratoires, c'est mon cas avec des hôpitaux, il y a les aspects de validation des modèles. Je ne sais pas si vous faites du préclinique aussi, mais les validations des modèles, ça peut être sous-traité. À partir du moment où il n'y a pas de développement de modèle, mais plutôt de la validation. Parce que la maturité de votre produit, il doit bien sûr arriver à TRL6, c'est avoir un produit qui est utilisable par un autre utilisateur que les équipes en interne sur un site spécifique, donc en condition d'usage. Donc a priori, il y a des produits achetés, notamment en bio, il y a beaucoup de choses. Donc ça, je pense que c'est des parties qui peuvent être sous-traitées. Alors, c'est vrai que quand il y a une licence ou une communication de savoir-faire, on va quand même demander sur quel domaine, au niveau de l'exclusivité, pour être sûr que vous avez quand même les coups des franges, quoi, et que ce soit pas de toute façon, limité. L'Europe impose une lettre d'intention, une lettre d'engagement plutôt, si le brevet n'est pas la propriété du… Tout à fait, mais il n'y a pas marqué ni le domaine, ni le territoire, ni qui… Nous, on va quand même demander, on va poser ces questions-là, quoi. Oui, tiens, c'est une question. Sûrement, cette lettre-là, on n'est pas obligé de la faire stricto sensu. Je la trouvais en effet très succincte, mais on peut, rajouter des détails qui justement confirment l'utilisation. Alors, vous pouvez, mais nous, les lettres qu'on a, elles sont très succinctes. C'est juste, il y a une concession de licence de brevet, communication de savoir-faire. Par contre, moi, quand j'ai posé, j'ai quand même demandé la question sur quel domaine est la licence, pour être sûr que vous ayez justement que ce soit suffisamment large pour que le produit, vous pouviez commercialiser un produit, quoi.
Alors, on a une autre question une autre personne qui a levé la main plutôt, Madame Laumonier, si vous voulez vous exprimer. Oui, bonjour. En réalité, j'avais globalement la même question, donc vous avez répondu, je pense, puisque moi, mon point était est-ce qu'il fallait plutôt répondre en tant que monopartie, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, vu la personne qui est présente, ou à plusieurs parties, puisque nous, on a un consortium avec 3 pays, et donc un privé, nous, en PME, et 3 laboratoires. Et en réalité, à vous écouter, je me demande s'il ne vaut pas mieux être monopartie, puisque tout simplement, c'est beaucoup plus facile à gérer en termes de pays et autres. Mais ma petite question, c'est est-ce que du coup, vous privilégiez ou pas, en off ou non, mais est-ce que vous privilégiez les pluriparties? Non, pas du tout. Alors là, j'avoue que ce soit monopartie ou autre, j'ai eu les deux. On a eu des cas avec les deux. On les gère sur le même pied d'égalité. Hein. D'accord. En fait, vaut mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que ça répond vraiment à la question qui était avant, mais vaut mieux parfois faire du subcontracting et que ça soit super fluide plutôt que essayer d'avoir pas mal de laboratoires pour. Enfin, c'est pas pour justifier le projet européen, mais vous voyez ce que je veux dire. Parfois, en fait, ça complexifie plutôt que fluidifie. Peut-être un élément de réponse malgré tout, encore une fois, sous le contrôle de Monsieur Côté, hein. Nous, au niveau du PCN, lorsqu'on a lu des propositions qui ont été évaluées tout près du seuil, en fait, il a été reproché parfois à des proposants de partir en monobénéficiaire dans le sens où est-ce qu'ils avaient vraiment la capacité à mener seuls l'ensemble des travaux. Donc voilà. Donc ça peut être une simplicité, mais il me semble que oui, il faut une cohérence. Faut assurer. Il faut assurer une cohérence. Hein, voilà, que ça soit cohérent, que vous avez les reins suffisamment solides pour mener tout seul. Oui, parce que ça vous poussera au challenge là-dessus. C'est une question qui m'a été posée. Hein, c'est les compétences en interne sur l'équipe. Donc, et le spectre, nous on est une quinzaine, donc je pouvais bien expliquer que j'avais le spectre complet des compétences. Donc, je dirais le choix mono ou multi-partenaire, ça dépend vraiment de votre capacité à pouvoir exécuter. Et puis, bien sûr, si vous êtes multi-partenaire, le fait d'avoir déjà de l'expérience avec ces partenariats historiques, ça aide. Parce que la fluidité, comme vous dites, la fluidité des relations, elle est hyper importante pour la réussite du projet. Oui, non, je pense que les deux sont bien, effectivement, mais moi, ce qui me fait juste peur à vous écouter, une fois de plus, c'est la propriété intellectuelle. Je trouve que c'est très compliqué quand on est plusieurs et finalement, la finalité, c'est de commercialiser un produit et c'est vraiment pas facile aujourd'hui quand il y a trop d'intervenants. Ouais, après, si c'est pas, ça peut être des licences d'exploitation non exclusives, des choses qui créent de la fluidité, en fait, pour pas perdre de temps. Ouais. C'est une négo à avoir en amont. Pour moi, c'est une négo à avoir en amont du dépôt de projet pour que ça soit très clair, pour qu'on n'ait plus qu'à exécuter et que les sujets d'IP et d'exploitation, vous êtes une entreprise, vous allez exploiter, vous allez commercialiser. Donc, et peut-être que d'autres vont créer une entreprise aussi issue de ça, que sais-je. Donc, pourquoi pas, en fait. La problématique, c'est que nous, on a déjà déposé l'année dernière et c'est exactement des questions qui nous sont posées. Je trouve que c'est pas facile d'y répondre quand on est un industriel versus 3 laboratoires qui, eux, ne vont pas commercialiser. Donc, je pense que ça, c'est un peu les critiques qu'on a. Donc, avec du recul, je me demande si, effectivement, il ne faut pas prendre votre option qui est parfois plus simple, je trouve, en termes d'explication. Alors après, si vous êtes 3 laboratoires, qu'il n'y a pas d'industrie dans la boucle, en général, on préfère quand même avoir des industriels, enfin qu'il y ait un mix laboratoire en industriel. On est industriel, nous, pardon. Il y a 3 laboratoires plus industriels. Très bien. En tout cas, vous avez répondu à mes questions, donc merci. Bon, je pense qu'on est pile dans les temps. On va peut-être vous libérer parce que là, vous avez fait beaucoup d'extra, Arnaud et Jérémy. Merci encore. Il y a beaucoup de questions. C'est très intéressant. Encore merci. Je crois qu'en plus, nous aussi, du coup, on n'a même plus de questions ou alors j'ai loupé, mais on vous libère. Encore merci beaucoup pour vos présentations. Et du coup, ce sera mis en ligne. Je le répète, tout le monde pourra assister au replay. Donc voilà, mais je crois que c'est tout bon. Écoutez, merci à tous et à toutes de vos participations. On espère que ça vous a aiguillé, éclairé sur ce nouveau programme. Reste nouveau, ce n'est pas encore, je pense, bien inscrit pour tous.
Donc, n'hésitez pas de toute façon à nous contacter, soit en amont, si vous êtes aussi sélectionné à l'oral, on est là pour des rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Et donc, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci. Merci, au revoir. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.